Bonsoir, c'est donc le début de ce conseil municipal qui est l'avant-dernier de l'année, puisque nous aurons un conseil municipal de la Saint-Urbain qui sera le mardi 14 décembre, finalement, mardi 14 décembre. Et un peu comme dans la force, il y a un côté obscur et un côté clair. Nous aurons le conseil municipal ce soir des sujets sérieux, ardus, pour mieux avoir le conseil municipal, pas tradition, des sujets plus ludiques, même si une décision modificative est marrante, bien évidemment, Monsieur Coquelet. Nous aurons donc ce soir des sujets sérieux, denses, et peut-être le mardi 14 des sujets plus légers. Je vais procéder à l'appel. Catherine Duvalet est au Sénégal, où elle est également pour des opérations, m'a-t-elle dit, de solidarité, ce qui est tout à fait, qui donne son pouvoir, et je l'en remercie, à Monsieur le maire. Jean-Jacques Coquelet, Stéphanie Rousselin, Dominique Legault, Fadila Benamara, Christian Avolé, Rachida Dordain, Benoît Balu, Marilyn Deslandes, Nabil Goul, Inchal Tountas, à qui nous ne pouvons pas faire autrement que de souhaiter un très joyeux anniversaire. Voilà. Et je dis pas faire autrement, non pas parce que c'est une fille, mais parce qu'elle nous a demandé de ne pas le faire par rapport au fait qu'elle n'aime pas avoir 30 ans aujourd'hui. C'est désagréable. 29 hier, 30 aujourd'hui. Voilà, exactement. Voilà. La scène Aïd Baba. Grace Loubassou a donné pouvoir à Fadila Benamara. On salue Grace Loubassou si jamais elle nous regarde, puisqu'elle doit rester un peu alitée, je crois. Benjamin Marc, Christophe Coplot, Jacques Le Cerf, qui n'a pas entendu que Patrick Gressant, Daniel Gassa et moi, on faisait déjà les Martin Circus, et tu nous as repris après en disant « Ah, je m'éclate au Sénégal », alors qu'on était en plein là-dedans, nous, depuis déjà 10 minutes. Jacques, tu aurais dû nous rejoindre quand même. À tous ceux qui ont moins de 40 ans, les Martin Circus, je m'éclate au Sénégal dans les années 70. Voilà, exactement, c'est notamment celle-là, de cheval. Voilà, et donc Ousmane Diaye, qui répond à un certain nombre de nos concitoyens sur la date d'arrivée de la fibre, et je l'en remercie parce que ce n'est pas un sujet facile. Il n'en est pas responsable au sens, c'est pas lui qui décide la date, mais il est responsable du secteur et il le fait avec une grande gentillesse. Jeanne Pouet, Béatrice Deboissy, que je salue, Catherine Bataille. Vous allez mieux, Catherine? Voilà. Bon, bah, tant mieux. Vous avez vécu la 5e vague et de près, ce qui nous amène à dire que chacun a intérêt à se faire vacciner, de ne pas manquer quand on a un peu plus de vers 65 ans, de faire la troisième dose dite de rappel ou de booster. J'ai appris, c'est la dose qui booste. J'ai appris ça ce matin. Tu as appris ça aussi, mais bon, alors donc on a entendu ça. Et on vous en dira un mot tout à l'heure. Je retenais l'attention de tous autour de Catherine Bataille pour citer Baptiste Godefroy, présent, Patrick Gressant. Alors Sandra Ternisien recrée une association bien connue qui s'appelle le Comité des Fêtes et donne pouvoir à Nabil Goul, qui est là. Voilà, ça tombe bien. Marc Guillon a donné pouvoir à Jeanne Pouet. Marc Guillon est à Bordeaux pour son travail. Géraldine de Lioncourt a donné pouvoir à Marilyn Deslandes, qui est là également avec son masque rose. Daniel Gassa, Tania Gut, Aurélie Lefebvre donne pouvoir à notre amie Stéphanie Rousselin. Ayoub Sabiri donne pouvoir à Lassène Aïd Baba. Anne-Cécile Vincent. Vanessa Montefoy Kamassala donne pouvoir à Anne-Cécile Vincent. Ça tombait bien qu'elle soit là. Et William Thierry, présent. Nous allons donc avoir un conseil municipal qui va par lequel on va commencer par désigner un secrétaire de séance, puis approuver un procès verbal de la séance du 18 octobre 2021, donner quelques informations générales, passer à la décision modificative numéro 2, qui sera faite par l'adjoint finance Jean-Jacques Coquelet, qui ira immédiatement vers la pluriannualité, donc la gestion des autorisations de programme par rapport au crédit de paiement, le fameux APCP, puis Fadila Benamara de retour de Dubaï, où elle a été une des attractions principales de l'exposition universelle, mais finalement ils nous l'ont renvoyé. Elle nous parlera de l'association des c'est plus petit, l'association des commerçants de Val-de-Reuil, à Scoval. Elle a aimé Dubaï, moi aussi j'aime Dubaï, mais c'est voilà. Je ne dirai pas parce que je vais me faire mal voir que j'appelle ça Islamic Disney Resort, parce que mais je pense qu'il y a deux catégories de gens qui vont pas aimer que je dise ça, les gens qui aiment Disney et les autres. Et puis donc le collectif Pourquoi pas, alors il y a écrit maire en face, c'est moi qui en parlerai.
Rachida Dordain nous parlera du meeting national d'athlétisme et des biscottos de M. Kevin Mayer, qui n'est pas désagréable. Notre chance, pratiquement l'unique pour le moment, de médaille à Paris 2024. J'espère que ça va s'arranger. Daniel Gassa nous parlera de l'adhésion à l'Agence nationale des élus du sport, dit ANDES, et de la désignation d'un représentant à cette agence. Béatrice nous parlera de la Convention globale triennale 2020-2023 du partenariat avec les collèges Alphonse Allais, Michel de Montaigne et le lycée Marc Bloch. Béatrice. Et puis nous enchaînerons sur le dispositif de petit déjeuner avec Stéphanie Rousselin dans le cadre de l'éducation nationale, qu'elle connaît bien. La création d'un conseil des droits et des devoirs des familles, Dominique m'aidera, s'il le veut bien, s'il en est d'accord. Christian Avolé parlera de foncier de la voie des Clouets, de foncier de la rue du Prat, ce sera Jacques Le Cerf, de toponymie par tradition, Bernard Beaufrère-Itonnet, ça relève du maire, et il paraît que ça relève du maire depuis l'existence d'un maire à Val-de-Reuil. Donc, comme toutes les traditions, il ne faut pas en changer, sans ça, le sol s'effondrerait sous nos pas. Patrick Gresson va nous parler de médecine préventive et de convention d'adhésion au centre de gestion de l'Eure. Dominique Legault parlera du recensement de la population et de recrutement de 3 agents. Et je finirai par le tableau des effectifs, comme c'est la tradition. Quelques informations, il faut désigner le secrétaire de séance. Est-ce que Baptiste Godefroy accepterait d'être celui-ci ou est-ce qu'il a déjà été la dernière fois? Est-ce que votre voisine Baptiste, Dame Jeanne Pouet, accepterait au nom de la même juvénilité moins grande, Jeanne, beaucoup plus âgée que Baptiste, mais accepteriez-vous, Madame Pouet, d'être la secrétaire de séance? Il en est décidé ainsi, et on reviendra brièvement sur les informations sur le match FCVR Gazélec-Ajaccio, qui s'est mal passé du point de vue du score, mais relativement bien du point de vue de l'ambiance. Moi, j'ai noté 4 points, et ce serait bien qu'on fasse peut-être une petite réunion entre nous de pilotage avant que commence, pour fixer à chacun des postes définitifs qu'il tiendrait, par exemple. Ce serait, me semblerait important. Deuxièmement, on a un problème de tribune. Et là, notre problème, c'est qu'il y avait trop de gens qui se pétaient dans la tribune. Et si jamais il y avait eu cette fameuse descente qu'on connaît de tous ceux, quand il y avait un but, on aurait été bien embêtés. Et donc, ça ne s'est pas fait. J'ai noté également qu'il y avait des chaises qui avaient été mises dans la tribune, non solidaires de la tribune. Et ça, c'est vraiment la chose interdite, donc c'est pas bien. Et la quatrième chose, il faut que le club nous aide davantage, ça c'est clair, hein, il nous aide davantage dans l'organisation des choses. On ne peut pas avoir des gens de la mairie qui disent non, il ne faut pas aller dans la tribune, et que les gens du club disent bah oui, mais c'est mon beau-frère, il faut qu'il y aille. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc une petite réunion avant pour qu'on se décide bien les choses. La tribune, c'est un problème. Monsieur Tristan avait déjà pris sa règle de calcul pour regarder si on pouvait avoir 2 petites tribunes supplémentaires un jour. Enfin, tout ceci, ça dépend un peu de la décision modificative numéro 2 et même de la numéro 3, de la numéro 4 et de la numéro 5, à mon avis, parce que ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas tout de suite quand même. Avoir peut-être un peu plus de gens également de service d'ordre. Là, on était un peu juste. C'est un grand succès d'estime. 2000 personnes ou presque qui vont à un match comme ça, c'est vraiment très bien. Il y a aussi un investissement très fort du club qu'il faut saluer, mais 2-3 petites choses qu'il faut mieux voir avant. Et par exemple, il me semblerait normal que ce soit quelqu'un du club qui tienne le mégaphone où on dirait par exemple « Allez le FCVR » plutôt que de recommander quelques pratiques que les églises réprouvent à l'encontre de l'arbitre, qui, le pauvre, n'y pouvait rien. Bon, il pouvait un petit peu quelque chose quand même, lui. Enfin bref, on ne va pas en reparler. Voilà en tout cas comment les choses sont passées. Ça s'est bien passé, c'était un moment agréable. Le club a fait vraiment des efforts. J'espère que ce club va se structurer de plus en plus pour renouveler les choses. Et je voudrais simplement vous faire une confidence qui est importante, que j'ai fait à 1 ou 2 personnes. Le Gazélec d'Ajaccio, ils sont beaucoup plus gentils que vous, parfois. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils m'ont offert un maillot. Et ce maillot, il n'est pas de la taille XXL, comme vous pourriez penser, ni de la taille XL. Marilyn, vous êtes comme méchante, ni de la taille L, mais ils m'ont offert fort gentiment un maillot de la taille M, que je ne suis pas certain de pouvoir enfiler, mais qui fait quand même du bien quand on voit que des gens honnêtes et polis vous offrent un maillot qui correspond à votre silhouette d'athlète. Écoute, ça m'a fait plaisir. Je pense que je ne rentre pas dedans. Je pense que je ne rentre pas dedans. Je pense que je ne rentre pas dedans, mais ça fait plaisir quand même. Nous avons évidemment, comme toute la France, la 5e vague arrive, et on la voit avec un indicateur très fort, comme à chaque fois. C'est l'indicateur
du nombre des classes qui sont obligées d'être fermées. Et exactement comme pour des vagues précédentes, on voit arriver chaque jour maintenant, il y en a encore une cet après-midi, une classe qui ferme. Et donc on doit être, là en ce moment, on doit être à 4 ou 5 classes fermées sur Val-de-Reuil, sur un total de 110 ou 107, je ne sais plus exactement. Donc c'est quand même pas rien. Et on voit que ça remonte à nouveau. Et donc c'est inquiétant. Les obligations de port du masque à partir de 6 ans, le non-brassage des élèves, l'aération importante des salles de cours et l'espacement de 2 mètres lors des activités sportives ont été redéclarés nécessaires. Le centre de vaccination a déménagé. Il n'est plus sur le stade Jesse Owens où il était, mais il était à la détente. Et on va essayer de mieux le signaler. Monsieur Toutain nous a dit qu'il allait le faire. Je crois que beaucoup de choses se sont passées sur les chantiers jeunes. Je voudrais juste rappeler que grâce à Dominique Legault et autour de lui, il y a 11 jeunes de 16 à 20 ans qui sont répartis en 2 équipes et qui ont fait beaucoup de choses, dont les armoires relais toutes beiges qui avaient mis l'agglomération le long de la route des falaises, qu'ils ont repeint dans des couleurs plus camouflées. 15 jeunes de l'éléphant, ça c'est Stéphanie Rousselin qui doit en être heureuse. Peut-être un mot, Stéphanie, si vous en êtes d'accord, sur ces comment dire, boîtes qui sont là. Alors, hop, comment, on appuie où déjà? Non, exactement, permis. Permis, voilà. Ouais, c'est bon. Excusez-moi. Oui, donc pendant les vacances de la Toussaint, il y a un groupe de jeunes encadré par Gérard Delebeau et les services techniques qui ont construit à base de matériel de récupération des bacs. Alors, on pourrait croire une faute de français, mais on les appelle quand même comme ça s'appelle des bacs à rive. Qui sont empruntés des bacs à mer. Je ne sais pas si au bord de la mer vous avez déjà vu des bacs qui se trouvent le long des plages et sur lesquels dans lesquels on vient mettre des déchets. Ben là, c'est le même principe. C'est une association qui s'appelle l'Ampère qui gère ça, avec laquelle on a travaillé pour définir comment construire ces bacs. Donc, ils ont été construits à base de palettes et puis une petite planchette dessus et l'intérieur, la grille que vous pouvez voir si vous avez vu les photos, ce sont des poches d'huîtres des poches à vitres qui ont été récupérées, découpées. Les enfants les ont fabriquées et le samedi matin, ils sont allés les déposer le long des rives de l'Eure, donc à partir du club de kayak jusqu'à l'écoquartier et des 2 côtés de l'Eure en fait. Et c'était vraiment un agréable moment à passer en compagnie des enfants, des gens du centre de loisirs, des agents du centre de loisirs et également des agents des services techniques. Et on voyait que vraiment tout le monde y avait pris plaisir à fabriquer ces bacs et après venir les positionner ensemble. Et ensuite, après, dans le temps, c'est donc Jérémy Barber et les enfants des centres de loisirs le mercredi après-midi. Qui iront faire, en fait, c'est pas simplement on va mettre les déchets dedans, c'est aussi qu'on va quantifier et regarder la qualité des déchets pour voir après, on va les envoyer après dans des systèmes de recyclage, etc. Donc, il va y avoir une analyse des déchets qui sont trouvés à l'intérieur de ces bacs. Voilà. Merci Stéphanie, en tout cas c'est une belle action. Si vous avez un œil de temps en temps sur ces bacs, de regarder s'ils sont toujours en bon état. Alors là, on me demande vraiment de faire une information, c'est de rappeler que pour s'inscrire au centre de loisirs des vacances de Noël, si nous sommes écoutés, ça se fait entre le 29 novembre, donc dans pas très longtemps, et jusqu'au 10 décembre pour pouvoir bien calibrer nos encadrements. Je signale qu'il y avait des taux pour la Toussaint qui étaient assez remarquables, de 85, 90, 95%, et même, alors moins remarquable, un taux de 110%, je ne dirais pas dans quelle structure, mais ça montre son succès, mais c'est plus inquiétant. Et je rappelle également à tout le monde qu'il y a un séjour à la montagne. Il faut trouver l'endroit où ça se passe. Qui essaie de me le trouver. Ah là là. Parce que moi j'ai écrit Morzine, mais c'est pas à Morzine. Ah d'accord, à côté de Morzine, c'est pas à Morzine. Voilà, c'est exactement. Donc il y a un séjour, il y a une possibilité, ça c'est important. On a ouvert la possibilité de partir à la montagne à plus d'enfants, c'est une proposition du service jeunesse, à plus d'enfants que d'habitude. Et donc l'idée ce serait que 50 enfants, ce qui est beaucoup, de 9 à 16 ans, je ne sais pas si à 16 ans c'est des enfants, on dira qu'il y a les grands et les petits, hein, le premier étage des dortoirs, deuxième étage des dortoirs, hein, probablement, et de ne pas jouer avec la lance d'incendie, s'il vous plaît. Du 5 au 12 février, et il semble que la neige commence déjà à tomber, ce qui n'est pas plus mal, par les bizarretés météorologiques qu'on voit de plus en plus, il pleut de plus en plus, mais il neige à nouveau, enfin bref, tout ça est bizarre. Et le coût pour les familles serait en fonction du revenu des familles de 35 à 60 euros, ce qui est quand même... oui, par jour, je vais le dire. Et donc voilà, donc même modalité d'inscription, 50 places ouvertes pour les enfants de 9
à 16 ans pour un séjour du 5 au 12 février près de Morzine, avec des inscriptions à partir du 29 novembre. Je signale que c'est quelque chose qui s'élargit. Hein. Je connaissais quelle était la station où il allait tout le temps quand il partait à 10 à la Clusaz ou je sais plus où. Non, c'était plus chic que ça encore. Moi, je pouvais... Voilà, donc voilà, donc oui, c'est un peu... Voilà, donc là, il y en a 50. Non, je sais plus ce que c'était. Vous avez vu que les 6 stations de vélos à assistance électrique ont été mis en service, donc il y a 33 vélos. J'espère qu'ils sont toujours en bon état, oui, me dit-on. On voudrait féliciter tous ceux qui ont participé au bilan au mois du développement durable. 28 jours d'action pour sensibiliser sur le fait d'agir au quotidien pour l'environnement. Je pense qu'on a eu des résultats meilleurs que la COP26 à Glasgow, et notamment qu'il y a eu un ramassage de 45 kg de déchets lors des pluggings organisés sur la ville, plus 100 kg par les agents de la ville spécifiquement, des défis proposés d'habitants, une douzaine, et 180 participants, et on me dit que c'est ça qui est remarquable, aux ateliers des bombes à graines. C'est quoi une bombe à graines, Madame Rousselin là, on va essayer de vous... Non, j'ai fait cancel, il faut que vous rappuyiez. J'arrive décidément pas à le faire aujourd'hui. Hop, des bombes à graines. Alors les bombes à graines, c'est des bombes qu'on a fabriquées avec les habitants. En fait, on s'est déplacé plusieurs mercredis après-midi dans la ville en triporteur, en suivant différents circuits, en partant des différents centres de loisirs, et puis des lieux aussi fréquentés par les jeunes ou les habitants de la ville. Et c'est fabriqué donc à base de terre, d'argile, de graines et d'eau. Voilà, tout simplement. Et en fait, ce sont donc il y avait 2 possibilités. Soit on les mettait tout de suite dans un espace sauvage non tondu de la ville, sauvage non tondu de la ville qui allait rester non tondu. Et puis, ou alors les gens pouvaient le mettre dans leur jardin, ou alors les conserver pour pouvoir les balancer aussi dans la nature au printemps. Et l'objectif, c'est d'essayer de fleurir la ville au printemps. Très bien, merci Madame Rousselin. Très vite, on me demande de faire le programme des travaux de réfection la rue Grande en cours. C'est le remplacement des revêtements qui, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou âgées ou qui avaient une canne, n'étaient pas au mieux de leur forme. Ça va durer jusqu'à janvier. J'espère qu'on pourra faire le devant de la mairie. Il ne faut pas totalement oublier. Depuis le lundi 8 novembre, c'est le démarrage du chantier du parking Animania. Je vous recommande d'aller tous voir Animania, qui a besoin de solidarité avec l'entreprise Via France. 6 semaines avec des aménagements paysagers, des plantations d'arbres. Et puis installation de 6 colonnes d'affichage Maurice, mais des vraies colonnes Maurice sur l'avenue des Falaises et 6 panneaux électroniques d'information en décembre, ce qui voudrait dire que ça pourrait être quelque chose qui fonctionnerait pour le 25 décembre ou le 31 décembre. C'est le but, me dit le directeur général des services. Et puis il y a les travaux de la rue Isocel, qui en avaient bien besoin et qui vont être faits, je pense, des travaux de bonne qualité. Les chantiers, Léo Lagrange, on acte que la livraison ne se fait pas fin décembre, mais qu'elle se fait fin janvier, et on indique aux habitants qui nous écouteraient que la clôture est en train d'être posée, ce qui fait qu'un lieu dans lequel on pouvait rentrer à travers les barrières de chantier va être quelque chose qui va être clos par un grillage ou une barrière de type bambou définitive qui va améliorer, paraît-il, le quartier. Que la livraison à la rentrée 2023 de l'école Victor Hugo est toujours prévue et qu'il y aura une présentation du projet aux enseignants et aux parents d'élèves, parents d'élèves, le lundi 22 novembre. Lundi 22 novembre aux élus et aux parents d'élèves. Donc ceux qui veulent voir, on sait l'heure parce que le lundi 22 novembre, il y a 6h du matin, il y a 8h du soir. C'est 16h. C'est à 16h, ce serait à 16h. C'est intérêt de 16h maintenant. Lundi 22 novembre à 16h, visite du chantier des cerfs-volants. Il y aura l'architecte. Oui. Avec l'architecte qui est toujours un moment, c'est un garçon intéressant, Monsieur Baudin. Les délaissés de l'ANRU, consultation jeudi 4 novembre et travaux rue du Lierre, Pierre Première, place Conservatoire, 9 mois qui vont commencer. Le quartier du Parc, travaux de réhabilitation, livraison en mai 2022, donc c'est plus dans très longtemps. Passage au gaz naturel envisagé avec le prix du gaz. Les façades retravaillées. Le hameau de Landel, les travaux d'isolation des façades sont retardés par la Chine, qui a du mal à livrer des matériaux et par des conflits entre l'entreprise en charge du projet et la Siloge. La mairie n'y est pour rien. Les travaux de démolition se poursuivent. 2 maisons ont été déconstruites et 2 autres suivront. Le jardin des animaux fantastiques, le dossier de consultation de fin d'année pour démarrage travaux premier semestre. Et alors de manière importante, et ça c'est vraiment quelque chose de très bon pour nous, les cadres de l'ANRU ont décidé de faire leur séminaire annuel de tous les chargés de mission territoriaux de l'ANRU à Val-de-Reuil. Et très franchement, c'est-à-dire que tous les gens qui travaillent sur des projets ANRU de toute la France vont venir travailler ici
pendant une journée. Ils auraient pu choisir un autre endroit, ils ont choisi le nôtre, parce que c'est l'endroit d'une réussite. Et donc, le 17 novembre, au théâtre, les chargés de mission territoriaux de l'ANRU vont passer une journée de formation ici. Écoutez, je trouve que c'est plutôt quelque chose de sympathique. Marilyn, est-ce que vous nous parleriez de la semaine de prévention des violences intrafamiliales du 22 au 28 novembre? On me dit que vous êtes absolument ferré à glace, et donc que vous pouvez le faire sur ce sujet. Oui, donc en fait, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes a lieu le 25 novembre, et la ville a décidé pendant la semaine du 22 au 28 d'aménager des temps forts. Donc en commençant par je crois que le programme a été à votre validation, hein, en sollicitant une communication à la presse, avec aussi les diffusions sur nos panneaux lumineux. On aura aussi une exposition itinérante qui sera mise à disposition des structures qui le souhaitent. Je sais qu'elles vont passer par les AT, par les PID, par les Restos du Cœur, le magasin Auchan. Il y aura aussi des permanences délocalisées, donc un petit peu, pas confidentiel, mais quelque chose qui permette aux femmes de pouvoir avoir une écoute auprès des équipes plus ou moins discrète. Voilà, c'est la principale des choses. Je crois qu'il y a aussi... Ah oui, il y a aussi... la semaine commence le lundi après-midi par un colloque des violences sexuelles dans le sport. C'est l'exposition itinérante qui aura lieu à la MJA, donc le lundi après-midi. Et puis, je ne sais pas si le programme sera distribué ou communiqué aux habitants sur la semaine complète. Il le sera. Très bien. Bon, bah, voilà. Et chaque semaine, un peu comme ça a été fait pour le développement durable, chaque jour de la semaine, on annoncera le matin un événement qui aura lieu, et on prendra aussi par une série d'affiches l'ensemble des préceptes, des règles, des principes qui conduisent chacun dans son couple à se comporter normalement, c'est-à-dire à ne pas exercer de violence l'un sur l'autre. Et il faut bien le reconnaître, statistiquement, c'est plutôt l'un, le monsieur, sur l'autre, la dame, qui ont subi les conséquences. Donc je pense que ça sera affiché sur les panneaux lumineux. Exactement, surtout quand on aura les panneaux nouveaux. Voilà, et on finit enfin par un certain nombre d'informations qui ont un lien avec la Saint-Urbain. Les illuminations de Noël débuteront le 16 novembre, donc demain, à 18h, par l'illumination de toutes les guirlandes de Noël au même moment. Je signale que, pour ceux que ça intéresse, elles sont neuves, donc on les verra allumées pour la première fois. Elles sont neuves sur Val-de-Reuil, sur la route des Falaises. Et puis il y aura, je crois, quelques surprises en termes de chants et peut-être d'artifices. Le Noël de la Solidarité aura lieu le dimanche 12 décembre, avec un spectacle du Cirque Fantasia, sous chapiteau, de 750 places, juste devant la mairie. On annonce la présence du Père Noël, mais on dit comment on peut s'inscrire. Non, là on est un peu plus difficile. Le Père Noël nous renseignera. Et puis traditionnellement, la distribution du colis des anciens aura lieu les 16 et 17 décembre à la MJA par demi-journée, matin après-midi, auquel, si vous pouvez tous vous inscrire, nous serons très heureux que vous soyez là. On rappelle à nos anciens que le pass sanitaire pour les plus de 65 ans sera valable à partir du moment où la 3e injection aura été faite. On n'y peut rien. C'est pas nous qui l'avons décidé, que c'est la veille, le 15 décembre, que cette obligation sera faite. Donc je signale à tout le monde, si l'information peut passer, que pour avoir un pass sanitaire, si on a plus de 65 ans, il faudra avoir bénéficié de la 3e injection, et que donc pour entrer comme un lieu comme la MJA, il faudra l'avoir faite. C'est pas nous qui avons calculé que les colis seraient faits pour... Voilà. Mais j'indique à tout le monde que on sera théoriquement en situation de devoir demander à l'entrée un pass sanitaire en état de marche. Et pour les plus de 65 ans, il exige 3 injections au 15 décembre. C'est autant dire qu'il y a 1 mois et demi pour se faire... voilà. Mais à la détente, un mois, mais la détente est ouverte pour cela. Voilà, la détente. Voilà. Et puis le marché de Noël aura lieu du jeudi 16 au lundi 20 décembre, avec un mot qui vous sera dit lors de la présentation du passage de la délibération de la subvention à l'Ascoval. Voilà, nous commençons, je crois, par vous, Monsieur Coquelet. Pardon ? Ah, et approuver le procès-verbal, pardon, excusez-moi. La personne masquée qui est au milieu du conseil municipal s'appelle Marie Montmailleur, c'est elle qui pense à tout. Et donc, nous avions évidemment vu qu'il y avait du football, et
Vous voyez donc le Football Club de Val-de-Reuil, que nous félicitons quand même pour ces 7 tours passés, ce qui est quand même pas mal. Est-ce que dans ce procès-verbal, il y avait des choses que vous aviez notées qui étaient un travestissement honteux de vos propos? Non, personne. S'il n'y a pas de correction autre que celle que vous donneriez à Madame Montmayer pour rajouter un S et accorder un participe, qui n'en a pas besoin, je vais passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Eh bien, écoutez, j'en déduis qu'il est adopté à l'unanimité. Monsieur Coquelet, décision modificative numéro 2. Merci, monsieur le maire. Donc là, nous abordons la 4e étape de notre marathon budgétaire annuel, puisque nous avons dû voter le budget dans un premier temps, puis un budget supplémentaire, ça fait 2, la décision modificative numéro 1, et enfin celle-ci, 4e étape. Ça n'est pas une punition ou une corvée. Moi, ce que je veux souligner, c'est qu'une décision modificative, c'est un outil précieux pour nous, parce que ça permet effectivement d'ajuster au plus près nos prévisions budgétaires, et ce, d'autant plus qu'on arrive en fin d'exercice. La clôture des comptes interviendra sûrement vers la mi-décembre, je pense. Donc, bien évidemment, la visibilité est plus grande, et ça nous permet une plus grande précision. Donc, vous étiez prononcé pour un budget primitif d'un volume de 60 446 320 €, dont 31 millions en fonctionnement et 29 millions en investissement, ce qui marque bien qu'on est dans une pluriannualité d'investissement qui est très largement due au projet en rue et qui marque quand même un effort exceptionnel là-dessus. Alors, ce volume a été porté à 66 839 000, je passe sur les bricoles parce que de toute façon je les vois très mal, à l'issue du budget supplémentaire et de la DM1. Alors, je vous le disais, fin d'exercice, on y voit plus clair, ça me fait drôle de le dire. Donc, il nous faut procéder à certains ajustements qui vont permettre d'intégrer les évolutions qui ont été constatées ou qui ont été tout simplement souhaitées, parce que des possibilités se sont faites jour de financement, et bien évidemment, on ne les a pas négligées. En fonctionnement, le volume est relativement raisonnable, enfin peu important par rapport aux chiffres que je viens de vous citer, puisqu'en fonctionnement, c'est un volume global de 272 300 € en dépenses, qui sont pour l'essentiel dus à un ajustement nécessaire de la masse salariale à laquelle il faut adjoindre 420 000 € pour des raisons qui nous échappent à certains égards, et on s'en félicite également puisque le SMIC a augmenté, ça a un impact bien évidemment sur certains salaires qui sont versés à la mairie. En outre, on en avait parlé au précédent conseil municipal, il y a eu un gros effort de proposition de vacances d'été qui a été réalisé. Il faut bien sûr intégrer dans la masse salariale la rémunération des agents auxquels il a fallu faire appel en complément de ce qu'on faisait déjà. Et en outre, et je crois que c'est bien, on ne peut que s'en satisfaire, c'est un encouragement. Nous avons recours désormais à un nombre d'apprentis beaucoup plus important que par le passé. Donc même si les salaires d'apprentis ne sont pas considérables, eh bien, il faut aussi s'assurer qu'on est en mesure de verser la rétribution qui leur revient. C'est ce que nous allons faire, d'où ces 420 000 €. En regard de cela, le besoin de financement du CCAS, et là je parle sous le regard attentif de Marilyn, est moindre qu'il n'a été, ce qui nous permet de, j'allais dire d'économiser, c'est peut-être pas le terme quand il s'agit d'action sociale, du moins de ne pas mobiliser 100 000 € qui viennent en atténuation de ce que je vous ai dit auparavant. De la même manière, nous avions inscrit un volume financier au titre des imprévus sur lequel il reste 81 700 €. On est à un mois de la clôture, on pense que des imprévus, nous n'en aurons plus.
Donc nous les reprenons. Vous me direz, un imprévu, c'est justement fait pour arriver quand on s'y attend pas. Il y a des choses, parfois, il faut être plus mesuré pour les annoncer. À côté de ça, nous assistons à une augmentation des charges à caractère général, je dirais presque comme tous les ménages français, qui sont dus essentiellement à l'augmentation des fluides, et il nous faut ajouter 134 000 € à ce titre-là en section de fonctionnement. Alors bien évidemment, ces volumes sont équilibrés en recettes, c'est le premier principe budgétaire, il doit être à l'équilibre ce budget. Nous avons bénéficié de plus, nous et aussi des personnes tout simplement, et il faut s'en féliciter, nous avons bénéficié de davantage d'emplois aidés, ce qui bien entendu se traduit par des versements des services de l'État à hauteur de 153 000 €. Les taxes sur la publicité foncière ont augmenté de 52 000 €. Ça n'est pas qu'une question de chiffres, c'est surtout le témoignage du dynamisme immobilier et du dynamisme urbanistique de la commune. Et enfin, nous avons reçu 60 000 € au titre des indemnités de sinistre. Vous vous en doutez, régulièrement, il y a des pépins, des fuites, des ceci, des cela, tout ça se solde au fur et à mesure. Voilà donc pour ce qui concerne la section de fonctionnement. En section d'investissement, il va nous falloir abonder à hauteur de 837 000 €. Alors, pour une raison que nous avons déjà évoquée, je me souviens d'un conseil municipal qui se déroulait, je crois que c'était à la MJA. On évoquait, je vous avais parlé de la résiliation du bail emphytéotique administratif qui porte sur les locaux de nos services techniques. Un bail emphytéotique, ça fait qu'il faut verser en quelque sorte un loyer, et c'est un bail, chaque année, pour une durée assez longue. Et il a été établi par nos services, qui ont été vigilants à cet égard, qu'il serait sans doute plus avantageux pour la collectivité de racheter en quelque sorte ces locaux, de sorte de réaliser à terme une économie de 3 millions d'euros. À terme, c'est au bout de 14 ans. Ça fait donc une économie de 215 000 € chaque année. On ne peut pas le négliger. J'évoquais des chiffres qu'on retrouve en fin d'année, qui sont de 52 000, 60 000 €. C'est tout ça qui, mis bout à bout, permet justement de terminer les exercices dans de bonnes conditions. Donc voilà, ce principe, vous l'avez voté. Vous avez surtout voté l'autorisation d'entamer les discussions avec la CDC, aidez-moi, CDC, Caisse des dépôts et consignations, Habitat. C'est une filiale spécifique. Ça a été un peu long. Évidemment, comme ça traînait, ça fait qu'il faut payer le loyer pendant ce temps-là. Mais enfin, nous sommes parvenus à un résultat, puisque ce rachat a été conclu pour 5 millions d'euros. Et 5 millions d'euros qui comprennent l'indemnité de résiliation anticipée, comme on connaît dans d'autres situations personnelles, je dirais. Et je crois qu'elle s'élevait quand même à la bagatelle d'1 500 000 €. Donc vous rapportez tout ça. Reprendre ces locaux qui sont d'excellente qualité, d'excellente facture, pour 3 500 000 €, ça ne me paraît pas une mauvaise affaire. Voilà, donc bien évidemment, ça a un impact sur nos investissements parce que là, on procède à un achat. De toute façon, le loyer, ces loyers, dans le cadre d'un BEA, sont imputables à la section d'investissement, ce que nous avons fait, bien entendu, depuis le début. Alors ensuite, il a fallu procéder à certaines inscriptions nouvelles, toujours en section d'investissement, et elles s'établissent comme suit. Donc, le BEA, tout de suite, il faut inscrire 1,5 million pour l'exercice, j'entends. Il a fallu également procéder à des ajustements, des recalages de paiement pour l'école Victor Hugo, c'est-à-dire qu'on va avoir moins à payer au cours de l'exercice 2021 que ce qu'on avait prévu. Et en quelque sorte, on va différer 534 000 €.
En dépenses imprévues, c'est le même principe que ce que je vous indiquais en matière d'investissement que ce que je vous indiquais en fonctionnement. On arrive en fin d'exercice et nous, on considère qu'on peut reprendre les 129 000 euros qui restent inscrits à ce titre-là. Compléter, il ne faut pas l'escamoter, par l'ajustement de notre volume d'emprunt à 837 000 euros qu'on avait, si vous vous en souvenez, à l'ADM numéro 1, dont on n'avait pas eu besoin et que nous avions en quelque sorte supprimé. Il faut le réinscrire. Maintenant, derrière tout ça, il y a des réalisations, j'ai oublié de les citer, et je m'en veux d'ailleurs à cet égard. Il y a ce qu'on ne fait pas, mais il y a aussi la piste d'athlétisme, des choses comme ça, qui se trouvent à un niveau de qualité, je dirais même à un niveau d'excellence très supérieur à ce qui avait été prévu au départ, et auquel, bien évidemment, il faut consacrer les moyens nécessaires. Si bien que l'ADM2 s'établit à un montant total de 1 109 300 euros. Les 837 000 en investissement, 272 300 en fonctionnement. Le budget, à la date du vote auquel on va procéder, atteindra donc 67 948 582 euros, contre 66 839 000, je n'ai pas les bras assez longs, 282 euros à l'issue de la décision modificative numéro 1. Le delta, je vous l'ai évoqué, 1 109 300, ça représente très exactement 1,65% de plus qu'à la précédente étape de la décision modificative numéro 1. Voilà donc ce que je puis vous dire sur ces questions-là. Y a-t-il des questions? Oui, j'en vois une là-bas qui est de M. Thierry, M. Coquelet. Oui. Allez-y, M. Thierry. Merci bien. Monsieur Coquelet, j'adore quand vous évoquez les chiffres comme vous le faites. Ça nous endort totalement. Ça relève d'un certain talent, vous en conviendrez, n'est-ce pas? Tout à fait. Je devrais même être remboursé par la sécurité. Tout à fait. Oui, mais à condition que vous passiez chez M. Thierry. C'est après le film. Cependant, quand vous dites que vous faites des économies en résiliant le bail administratif, mais c'est vous qui avez quand même conclu ce bail. Vous êtes bien d'accord avec moi? Complètement, oui. Ok. Mais qui n'était pas, à la finale, intéressant pour la ville. Vous ne pouvez pas faire autrement car vous avez vous-même surendetté la ville. Normalement, on aurait dû payer 4,2 millions pour acheter ce bail. Au final, ça va nous coûter 5 millions. On a 800 000 qui est perdu en route. Au final, on n'économise que 3 millions d'euros, mais il ne s'agit pas d'une économie puisque l'on payait déjà un prix délirant auparavant. En réalité, on a perdu 215 000 euros par an sur la durée du bail écoulé, car la ville, qui a été mal gérée et qui a été grevée par des emprunts toxiques, donc vous vous réjouissez que les dégâts que vous avez vous-même créés, vous avez réussi. Ben oui, alors c'est votre point de vue. Moi, je vais vous en donner. Mon point de vue. Je vais vous en donner un C'est autre. pour ça que je vais voter contre. S'il s'était agi de nous porter maître d'ouvrage pour la construction des locaux du centre technique municipal, nous aurions eu recours à l'emprunt. Je n'ai plus en tête la date de construction. 2012, donc c'était il y a bientôt 10 ans, n'est-ce pas? Je vous garantis qu'il y a 10 ans, on n'empruntait pas au taux d'aujourd'hui. Donc si on tient compte des intérêts qu'il aurait fallu servir pour honorer nos annuités, je ne suis pas sûr que votre calcul soit exact. Merci. Il y a des phrases que j'aime, parce qu'il y a des phrases qui ne m'endorment pas, mais qui me font bondir. 3 millions d'euros, si on peut appeler ça une économie. Oui, 3 millions d'euros dans une commune comme la nôtre, c'est une économie, c'est 5% de notre budget d'une année. C'est donc une économie. Ne pas considérer que c'est une économie, c'est avoir des moyens que nous n'avons pas. Si pour vous 3 millions d'euros n'est pas une économie, pour nous ça l'est. La deuxième chose, elle est assez simple. À un moment, la commune n'allait pas bien. Elle n'a donc pas pu ni acheter, ni négocier dans de bonnes conditions, peut-être, le centre technique municipal. Mais justement, comme elle va mieux, sauf pour vous, mais en tout cas pour nos partenaires, proposition nous est faite de mieux le négocier. C'est donc le sens d'une amélioration. On ne pouvait pas le faire, on peut le faire. Troisième chose, les emprunts toxiques.
je voudrais rendre hommage à 3 personnes qui sont successivement et par ordre de désapparition en scène, Jean-Jacques Coquelet, François Merle et Sylvain Lecornet, qui ont tout fait justement pour que des emprunts qui étaient compliqués, et je me souviens de ces emprunts qui étaient gagés sur le franc suisse par rapport au yen et à travers le dollar, on s'en est débarrassé. Et je voudrais vous dire qu'on s'en est débarrassé dans des conditions exceptionnelles. C'est-à-dire que le patron de Dexia, si je me rappelle bien, est venu ici nous proposer un plan dans lequel peu de communes auraient pu refuser quoi que ce soit, et il a été proposé à peu de désengagement. Donc voilà, oui, on s'est désendetté, oui, 3 millions c'est de l'argent, oui, on peut maintenant racheter notre centre technique municipal plus vite. Voilà, donc on n'a en effet pas la même analyse de nos comptes. C'est normal, vous êtes dans l'opposition et vous êtes là pour dire que tout va mal. Mais de temps en temps, il faut se féliciter que les choses puissent aller mieux qu'on ne pensait qu'elles pourraient aller. Voilà. Peut-être, Monsieur Coquelet, s'il y a d'autres questions. S'il y a d'autres questions, je tenterai d'y répondre. Non, mais écoutez... Pourquoi pas, on va pouvoir passer au vote, auquel cas. Allez-y, Monsieur Coquelet. Donc, qui est contre cette délibération? Un contre. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Eh bien, je vous remercie. Monsieur Coquelet, et sans penser que vous aviez l'intention de nous faire dormir, vous allez aborder un sujet qui est quand même touchy, qui est celui de la gestion prévisionnelle des autorisations de programme et des crédits de paiement, ce qui n'est pas un sujet facile. Je me le suis coltiné pendant 15 ans à la région et je n'avais pas un aussi grand succès que le vôtre, Monsieur Coquelet, car vous êtes plus pédagogue Oui, que moi. Moi, mon succès concerne surtout la récupération, semble-t-il. Donc, on va essayer d'en abuser. N'hésitez pas à retourner dans les bras de Morphée. Je vais vous donner un coup de main. Morphée qui est un homme. Hein. Donc, le sens même, on a eu recours au dispositif des autorisations de programme et crédits de paiement en 2017, au terme d'un vote du conseil municipal. C'était une décision qui s'imposait à la veille, je le soulignais tout à l'heure, de la mise en œuvre d'un très important programme en rue. Dans la mesure où ce dispositif permet d'inscrire une opération sur plusieurs années. Monsieur le maire, vous indiquiez tout à l'heure les dates de livraison, notamment de l'école Victor Hugo. 2023, les travaux ont démarré depuis plus d'1 an. Vous comprenez tous l'intérêt qu'il peut y avoir à avoir un suivi précis de ces opérations en inscrivant une autorisation de programme globale, c'est-à-dire combien va coûter l'opération, et autant de crédits de paiement, les fractions nécessaires sur le nombre d'années où vont se dérouler les travaux pour parvenir à la couverture totale de ces dépenses. Alors je ne sais pas si j'ai augmenté votre sommeil, si je vous ai provoqué des cauchemars, non ? Ça devrait aller. Donc voilà l'idée, si bien que chaque année, autant que nécessaire, et notamment à l'occasion des décisions modificatives, il nous est possible de procéder aux ajustements. J'en évoquais tout à l'heure. Je crois qu'on n'aura pas à verser de mémoire 530 000 € sur les travaux de Victor Hugo. Ce sont des choses qui vont se traduire tout simplement dans l'ajustement de nos autorisations de programme et de nos crédits de paiement. Donc, ce volume d'autorisation de programme va augmenter de 5 691 519 € et 54 centimes. C'est d'une précision quasi diabolique. Alors, ça concerne quoi en particulier? 380 000, je passe les décimales, qu'il s'agit d'ajouter au programme public-privé sur l'éclairage public, qui lui aussi dure depuis un certain temps et que nous n'aurions pas pu réaliser d'un seul coup sur nos crédits propres. Ça concerne également l'inscription d'1 100 000 € pour la réalisation d'un parc écologique dont on a souvent parlé ici. La piste d'athlétisme que j'évoquais tout à l'heure, puisqu'on a haussé le niveau de qualité, bien évidemment l'opération
va coûter 620 000 € de plus, sauf qu'on va véritablement avoir, je pense, un des plus beaux équipements en la matière de la région. Je pense que Rachida saurait mieux vous en parler que moi. Ensuite, il faut procéder à la clôture d'un certain nombre d'opérations. Ce sont les opérations suivantes. Les travaux de la piscine qui ont été réalisés à hauteur de 783 136 €. Les travaux d'adaptation des bâtiments. Alors, quand on parle de travaux d'adaptation des bâtiments, quand on va vite, on parle souvent d'adapt. Ça signifie tout simplement rendre accessible à tous, donc en particulier aux personnes à mobilité réduite, mais pas seulement, il y a aussi les déficients visuels. Je ne sais pas pourquoi j'en parle ce soir, d'ailleurs. Hein, faut pas qu'ils ne m'en veuillent surtout pas, c'est à moi que je pensais. Des choses qui sont arrivées à leur terme, pour un montant de 315 526 € et 33 centimes. En face de cela, nous inscrivons 300 281 € en recettes, si bien que le montant total de nos autorisations de programme s'établit à 77 216 923 € en dépenses et 26 680 000, j'arrondis à 500 € en recettes. Ça peut paraître des chiffres vertigineux, mais la technique des autorisations de programme et des crédits de paiement, nous en avons un usage extrêmement raisonnable. Je vous invite à aller jeter un œil dans les comptes des régions, des départements, des hôpitaux. C'est formidable, les hôpitaux. Nos 77 millions, c'est 10 millions de plus, je crois, que le volume budgétaire global. Donc ça reste quelque chose de très raisonnable. Ailleurs, c'est 10 fois plus que le volume budgétaire, parfois 20 fois plus. Donc ça donne des autorisations de programme qui sont lancées, mais des opérations qui ne démarreront, si elles démarrent, que 10 ans plus tard, quand il y aura les sous. Ce qui n'est pas le cas ici, parce que les chiffres que je vous livre là, vous en voyez la traduction concrète sur le terrain tout autour de vous. Voilà, monsieur le maire. Merci. Quand vous parlez de collectivités qui poussent devant elles des autorisations de programme équivalentes à 10 fois, 20 fois la taille de leur budget, je pense bien évidemment à la collectivité régionale qui, à la dernière année du mandat, prétendait encore pouvoir faire des autorisations de programme pour l'équivalent de 3, 4, 5 ou 6 années de budget, ce qui, je trouve, obérait un peu quand même la capacité d'initiative de successeur que M. Morin n'a pas eu puisqu'il s'est succédé à lui-même. Et je ne pense pas néanmoins qu'il ait changé d'habitude, c'est-à-dire de faire des autorisations de programme qui ressemblent beaucoup à des promesses électorales qui ne, comme disait M. Pasqua, n'engagent que ceux qui les croient ou les écoutent. Les écoutent. Voilà. Et y a-t-il sur APCP des questions, en sachant que ce n'est pas un sujet... pas un sujet très sexy, j'en conviens. Voilà, il est rarement abordé au Lido et au Moulin Rouge. Moi, je fais ce qu'on me donne. Hein. Oui, et la plus belle fille, etc. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions à poser à la plus belle fille du monde? Non. Eh bien, écoutez, Monsieur Coquelet, voulez-vous passer au vote? Écoutez, je soumets à votre décision. Alors, y a-t-il des avis contraires? Je n'en vois pas. Des abstentions? Une. Voilà. Moi, je précise pour les gens qui nous écoutent que M. Coquelet a eu un petit rendez-vous ophtalmologique et que c'est pour ça qu'il parlait tout à l'heure des... Oui. Non, mais pour pas que nos amis pensent... Non, c'est pas du voilà, tout... Exactement, voilà. Un propos déplacé de ma part. Mais voilà, j'avais un petit SMS qui me disait qu'est-ce qu'il veut dire, tout bêtement que tu es concerné en premier par... Que tout de suite, j'y vois très peu, donc voilà. J'ai dû écrire très gros. Exactement, voilà. Et je dois me tenir très éloigné de ce que j'ai écrit pour pouvoir vous en parler. Fadila Benamara, voilà. qui se tient moyennement éloigné, voilà, nous parle de l'association des commerçants de Val-de-Reuil et de l'attribution d'une subvention pour l'organisation d'un marché de Noël. Il faudrait qu'elle appuie sur le bouton qui me permettrait de lui donner la parole. Je voudrais dire qu'il y a deux marchés de Noël cette année, l'un par une partie des commerçants et l'autre par l'autre. Je voudrais dire à chacun que je le regrette et que je pense que c'est la dernière année où on peut voir ça et il faudrait vraiment que tout le monde s'entende et que tout le monde travaille ensemble. Nous sommes une trop petite commune pour pouvoir se permettre de ne pas être unis, même chez nos commerçants. Madame Benamara, qui fait beaucoup pour l'union des commerçants. Absolument. Les commerçants qui, après une année et demie, avec le Covid en maumètre dans leur activité pour beaucoup d'entre eux, fait que ce marché de Noël prend une importance toute particulière. Et ceci explique aussi peut-être en quelque sorte pourquoi il y aura
2 marchés de Noël. Le premier que le maire a évoqué, bien sûr, du jeudi 16 au lundi 20 décembre. Et puis, une petite avant-première organisée par les commerçants spontanément, ceux de l'immeuble Signal, l'immeuble gris et rouge en entrée de ville, chaussée de la Voie Blanche, qui veulent, le vendredi 26 novembre, marquer le début des hostilités et organiser une première manifestation qui permettrait de mettre en lumière les commerçants, les produits qu'ils commercialisent chacun, et de faire un événement autour de cette place des 4 saisons, et qui se clôturerait par un feu d'artifice. Donc cet événement, ce sera une avant-première, et le grand, vrai marché de Noël. Et là, je te regarde, Nabil, parce que dans marché de Noël, il y a bien évidemment marché, animation. Je croyais que dans le marché de Noël, il y avait Nabil, moi, simplement. Ah bah, absolument, ça fait quand même un paquet d'années, je crois que tous les deux, on le co-présente ensemble, on le co-anime ensemble. On veille au grain pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde fréquente assidûment ce marché de Noël. Et cette année, on ne va pas changer les bonnes habitudes, donc on va continuer tous les deux à accompagner ce beau marché de Noël. Parce que cette année, comme chaque année, je crois, il est de plus en plus extraordinaire, le marché de Noël de Val-de-Reuil, et il attire bon nombre de personnes qui viennent de plus en plus loin. Et ça nous fait très très plaisir. Parce qu'il commencerait donc le jeudi 16 décembre, à partir de 16h pour l'ouverture officielle, avec les sacro-saintes animations habituelles que sont la patinoire, le manège, les promenades en calèche que tout le monde commence à bien connaître maintenant. Et puis, parce que c'est Noël et que c'est la magie de Noël pour les enfants, un espace spécialement dédié aux enfants leur permettra bien évidemment de se faire prendre en photo avec le Père Noël, mais également d'assister aux ateliers d'écriture de la lettre au Père Noël, une des animations les plus importantes, parce qu'après ces lettres sont envoyées au Père Noël et ils ont en général des réponses. En Laponie. En Laponie, Mais il parle absolument. français, il parle français. Logique implacable. Mais on aura également une yourte chauffée qui permettra d'y accueillir des ateliers créatifs animés par les services jeunesse de la commune. On aura, comme à l'accoutumée, des spectacles de magie, des déambulations, de mascottes et des animations musicales qui viendront rythmer ces 4 jours, puisque ce marché, il démarre le jeudi 16, il sera inauguré à 18h par monsieur le maire. Et puis à partir du vendredi matin jusqu'au lundi soir, de 10h à 19h, qu'est-ce qu'on y trouvera? 30 exposants qui viendront commercialiser des produits pour de belles idées de cadeaux de Noël. Et dans l'idée, c'est bien de se dire qu'on a envie d'y voir beaucoup de monde, les parents avec leurs enfants, pour la patinoire, pour le manège, les partenaires de la ville, parce que cette année, le CFA s'est associé à la ville et à Ascoval, l'association de nos commerçants, pour, encore une fois, faire appel au triporteur si cher à Stéphanie, qui va permettre de distribuer en ville et aux enfants des petits sachets de chocolat confectionnés par tous les élèves du CFA de Val-de-Reuil. Et comme si ça ne suffisait pas, la chocolaterie Ozouf, implantée Voie des Cloués, a décidé également de rejoindre cette belle animation en proposant le vendredi soir des séances de dégustation. Alors j'imagine 2 chocolats, 2 macarons. Vous allez voir, c'est un véritable festival ce marché de Noël. Et de dégustation sur le site du marché de Noël, place des 4 bien saisons. sûr. D'accord, voilà. Bien sûr, bien sûr. Autant le triporteur va sillonner la ville, autant la dégustation des chocolats Ozo se fera sur place. Et je continue avec cette série de nouveautés ou de reconductions, puisqu'Ascoval va gérer la buvette propre au marché de Noël, mais va aussi gérer une soirée dansante qui aura lieu donc le vendredi soir, le samedi, que je ne dise pas de bêtises, samedi soir, pardon, le samedi soir à partir de 19h. Et cette année, après la tartiraclette ou tartiflette de l'an passé, enfin de 2019, avant le Covid, cette année, le repas sera orienté autour de toutes les cuisines du monde. Donc ce sera un Noël cosmopolite, avec des cuisines et des repas qui nous viendront du monde entier. Et je continue avec encore de nouvelles innovations. Et tu me coupes, si tu veux, Nabil, ou tu ponctues ou tu complètes ton propos. Dans cette aventure, Ascoval est le pilier au nom de tous les commerçants de la ville. Dans cette aventure, nous avons également le comité des fêtes, dont je voudrais bien que tu me parles juste après. Mais nous avons également tous les services de la ville qui sont sur le pont. Le service jeunesse, qui va emmener nos jeunes enfants à la patinoire ou assister ou participer aux ateliers créatifs. La médiathèque, qui va s'occuper de l'atelier des lettres du Père Noël, mais qui va aussi animer des après-midi lectures sous la yourte de contes de Noël.
Les services techniques à la manœuvre, indubitablement, puisqu'à partir de mardi, ils commenceront à monter ce beau marché de Noël avec les immenses sapins qui vont être visibles depuis la voie blanche, l'avenue des Falaises. Et puis le service des sports, parce que la gestion de la patinoire sera confiée au bon soin du service des sports cette année encore. Donc ça fait beaucoup de monde qui va s'activer du jeudi au lundi soir, de 10h à 19h. Ça, c'est le mot d'ordre pour les 4 jours. Et faire en sorte que ce Noël, ce soit encore, je l'espère, le plus beau marché de Noël de l'agglomération, comme on nous l'a déjà dit très souvent. Vas-y Nabil, si j'ai oublié quelque chose, si tu veux compléter mon propos, je t'en prie. Moi, il faut que je raccroche. C'est bon, non. Alors, en fait, ce marché de Noël, c'est la 10e édition de cette année. Mais pour nous, on a l'impression que ça va être la première édition avec justement tout ce qu'on a vécu ces derniers mois avec le Covid et surtout le confinement, où ça a stoppé toutes nos manifestations, ça a stoppé le vivre ensemble. Ça a été compliqué dans un premier temps pour les commerçants. On a été à leur écoute, on a aussi monté une plateforme qui s'appelle Click and Collect pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent quand même travailler et un petit peu survivre, comme dirais-je. Et, on a aussi donné une aide financière. Ensuite, c'était compliqué aussi pour les étudiants. Pareil, on a été à leur écoute, on était là pour leur donner des moyens et faire en sorte d'assurer la continuité de leurs études, et également avec une aide financière. Et que ce soit même pour le marché hebdomadaire de la semaine du vendredi, du mercredi, c'est des marchands qui avaient des récoltes. Il y avait par exemple, pour pas le citer, la maraîchère, qui avait une récolte à écouler et qui devait la perdre. On a fait en sorte de pouvoir organiser une vente en direct avec justement un panier garni et qui soit en contrepartie accessible à nos habitants. Tout ça pour vous dire qu'on arrive à un moment où on a subi cette situation. On avait des jeunes, des moins jeunes, des enfants qui étaient confinés, qui avaient plus accès aux aires de jeu, qui avaient plus accès aux jardins sportifs, qui ne pouvaient plus s'épanouir et puis dépenser leur énergie. C'était compliqué pour nous, ça a créé des tensions, on les connaît, on ne va pas y revenir. Par contre, ce qui est bien et ce qui fait la force de notre ville, c'est qu'on a toujours réussi à se relever. Ce qui est bien également, c'est qu'on a deux choses qui me tiennent à cœur et qui font en sorte qu'on avance. La première, c'est la bonne gestion. Voilà, il y a des municipalités où peut-être qu'il y a des situations où avec l'argent des Rolivallois, on va faire on va construire des choses qui sont peut-être pas importantes ou qui sont peut-être pas prioritaires. Et en contrepartie, on va peut-être comment dire, ça va peut-être impacter encore plus la situation des habitants. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, on a mouillé le maillot, on a fait en sorte, avec les collègues fonctionnaires et les collègues élus, d'aller chercher l'argent ailleurs. Ce qui a permis de financer de financer les constructions de la ville, d'assurer toujours son renouvellement dans une continuité sans faille. Et en même temps, ça nous permet, nous, de pouvoir utiliser l'argent des habitants, des Rolivallois, pour créer des activités pour les enfants, pour les grands, pour les plus jeunes. Ce qui permet également aussi de pouvoir, et là c'est le deuxième point qui me fait aussi chaud au cœur, qui nous permet d'avoir une politique sociale de l'équipe municipale importante et super intéressante pour la jeunesse, pour les Rolivallois. C'est-à-dire, comme là vous allez voir, il y a la patinoire qui sera mise à disposition, il y aura un manège, il y aura des balais en calèche, il y aura beaucoup d'animations. Toutes ces animations ne sont pas gratuites, mais elles sont offertes. Elles sont offertes parce qu'on a fait en sorte de pas créer de différence. Je vois quand j'allume la télé la course à l'immigration, la course à la méchanceté, à plein de choses qui font que je me retrouve plus du tout dans ce qui se passe en ce moment et tout ce qui se passe dans l'actualité. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que peu importe qu'on gagne 2 000 € ou 10 000 €, peu importe le revenu social, les conditions financières, etc., les enfants s'amuseront de la même manière. Ils auront accès à la patinoire de la même manière, ils auront accès à toutes les manifestations sans condition de ressources. Et ça, c'est super important pour nous. C'est une politique qu'on a toujours adoptée pour mettre personne de côté, personne à l'écart. Et ça, c'est vraiment intéressant. Après, ça sera un marché magique, ce sera un marché, même pas un marché, mais vraiment un village de Noël magnifique. Comme disait Fadila, avec une trentaine d'exposants, avec des animations toute la journée, avec pas mal de choses qui feront en sorte que les enfants s'épanouiront et pourront justement perpétrer ce vivre ensemble. Voilà. Je terminerai juste en disant que je reviens de Dubaï,
en déplacement professionnel. Donc c'est la ville toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus cher et toujours plus de dépenses. En arrivant, j'ai vu le gros nounours au feu rouge des falaises. Voilà, c'est juste la magie qu'on sait faire à Val-de-Reuil, avec de la débrouille, avec des bonnes personnes et des belles locomotives. Et c'est aussi de l'argent. Donc de l'argent, c'est accompagner notre association de commerçants, parce que le budget prévisionnel de ce Noël édition 2021 s'élève à 50 000 €. L'agglomération Senneur, au travers, on va dire, de son service de développement économique, accompagne toutes les unions commerciales pour organiser leurs festivités annuelles. Et une demande de subvention de 24 000 € a donc été adressée à la communauté d'agglo. L'Ascoval dispose de fonds propres également au travers des cotisations qu'elle recueille auprès de ses adhérents et puis des animations qu'elle veut mettre en place pour l'édition 2022, un budget propre d'à peu près 9 000 €. Et à ce titre, la municipalité nous propose, mesdames et messieurs, ce soir, d'accorder une subvention de 17 000 € à l'association Ascoval pour leur permettre de faire en sorte que ce marché soit aussi éclatant que toutes les années on l'a monté ici. Y a-t-il des questions? Non. Et j'ai oublié un petit détail. La chorale des enfants qui va venir chanter sous les fenêtres de l'Espage, en mode itinérant, aux quatre coins de la ville. Même chose avec l'école de musique. J'ai oublié de les citer. J'espère qu'ils voudront bien me pardonner. Donc, s'il n'y a pas de questions, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Eh bien, je vous remercie pour eux. Merci. Et de temps en temps, on voit passer de belles images, qui est celle que vous voyez sur l'écran, qui est l'image du conseil municipal. Il y a beaucoup de bleu. Je trouve que tout y est, Marianne, nous autres et les présidents de la République. Donc, on va passer, si vous voulez bien, à une proposition de subvention pour une résidence pour le collectif Pourquoi pas. On a un collectif de circassiens, donc de gens qui font des arts du cirque, qui a pour origine, pour une partie d'entre eux, la ville, notamment David Aubé, qui est un jeune Rollivallois, son nom peut le laisser penser, qui fait des spectacles de cirque et qui souhaiterait, contre une subvention et qui souhaiterait à la fois obtenir une subvention, pardonnez-moi, et la possibilité d'occuper l'ancien gymnase Léo-Lagrange entre le moment où le nouveau gymnase Léo-Lagrange sera ouvert et le moment où on commencera à démolir l'ancien. Donc pendant cette durée de temps, à la fois on ne peut pas, parce qu'on va y enlever un certain nombre d'équipements, y mettre du public, parce qu'il n'y aurait pas les conditions de sécurité pour accueillir ce public, et en même temps le bâtiment existera toujours. Donc plutôt qu'il ne serve à rien, comme il faut pour ces jeunes gens qui font du cirque, de grande hauteur, de grands espaces, un certain nombre d'équipements qui resteront dans ce gymnase Léo-Lagrange et notamment dans la salle de basket qui offre les volumes dont ils ont besoin. L'idée, c'est de leur prêter. Soit ils restent vides, soit on leur prête sans que ça nous coûte quoi que ce soit. Et comme ils sont Rollivallois et qu'ils se proposent également d'inviter pendant leur résidence des jeunes Rollivallois et leurs familles pour découvrir leur travail d'artiste, il faudra d'ailleurs les mettre en liaison, monsieur Tristan, avec Abélie Demey et le cirque Équilibro qui fait beaucoup de choses. Ils étaient déjà, pardon, excusez-moi. Donc l'idée, c'est de prêter pour rien ce gymnase, de leur donner les conditions de répéter pendant un certain nombre de semaines et de se payer par des spectacles qui seront proposés aux écoles, aux associations et un certain nombre de personnes de la ville, et en même temps d'aider des Rollivallois. Je rappelle qu'on a déjà aidé l'association Yaka Faucon ou l'association Les Bourlingueurs à faire des choses qui sont un peu équivalentes, et que de manière générale, qu'il s'agisse de la Factory, des Tréteaux de France, de la Compagnie nationale de danse, du théâtre, du cinéma, de la Factory, du Conservatoire intercommunal de musique et de danse, on essaie plutôt d'aider la culture à prendre pied sur la ville. Jeunes Rollivallois, on leur prête le gymnase et on leur verse une subvention, et eux nous remboursent en faisant des spectacles gratuits pour les enfants et les familles de Val-de-Reuil. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je passe au vote si vous en êtes d'accord. Je demande également à... je vais le faire moi-même, tiens, de manière sévère. Hop, je ne sais pas comment on peut faire ça. Non, je ne sais pas. Vous appuyez sur la prise de parole, justement, le bouton rouge là. Ouais. Hop, et j'enlève la parole à Nabil Goul qui a gardé la parole indûment. Trop tard, Nabil. Voilà. Et donc, oui, c'est pas là où il faut marmonner. Donc, qui serait contre? Personne. Qui s'abstiendrait? Personne. Je vous remercie pour le collectif Pourquoi pas.
Madame Dordain, le meeting national d'athlétisme de l'Eure. Alors, une belle délibération encore ce soir sur la question sportive. Depuis 2017, ça devient une habitude. Et Ça, c'est le côté Jacques Martin de Rachida Dordain. C'est une belle délibération comme on aimerait en voir plus souvent. Une belle délibération comme on aimerait en voir plus souvent. Ben moi, je suis toujours très heureuse d'avoir la parole au conseil municipal parce que ça veut dire qu'on parle de sport, ça veut dire qu'on parle de lien social, ça veut dire qu'on parle de plein de choses, monsieur le maire. Et pour une frêle jeune femme qui hésite à prendre la parole, je suis absolument d'accord, enfin, là, une parole structurée que nous pouvons t'offrir, Rachida. Alors, je tiens à dire que monsieur le maire n'est jamais gentil avec moi. C'est et voilà, vrai, ça fait rire tout le monde pas quand vrai, même. Hein. Pas vrai. Bon, ceci étant, un meeting, le meeting national, international de l'Eure. Cette année encore, je sais, c'est le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. Et encore une fois, nous serons entre 3500 et 4000 personnes à passer cette belle soirée. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que la tête d'affiche, c'est Kevin Meyer, mais pas que. Kevin Meyer, on l'adore beaucoup à Val-de-Reuil parce que c'est un sportif complet, ça on est tous d'accord. C'est quand même le seul sportif, en tout cas, le seul athlète dans l'athlétisme à avoir glané une médaille aux Jeux Olympiques cette année. On espère qu'il y en aura d'autres dans 4 ans. Alors, je fais une petite aparté. Le meeting de l'Eure aujourd'hui, je vais aller très vite quand même. Hein. Le meeting de l'Eure aujourd'hui, c'est un meeting. Alors maintenant, ils ont changé les classifications. Le meeting de l'Eure a un label argent. Il n'y a que 4 labels or qui sont dans le monde, Liévin, Boston et les 2 autres, je les ai oubliés. Et ensuite, Val-de-Reuil se situe sur le label argent. Alors pourquoi c'est important ? Ce qui est important aujourd'hui pour les athlètes, on sait que pour aller aux Jeux Olympiques, ils doivent faire des minima. Mais maintenant, c'est pas que. Plus ils vont faire de meetings, plus les meetings vont être labellisés, plus ils vont glaner des points, ils vont aller chercher des points. Et en l'occurrence, sur le meeting de Val-de-Reuil, ils vont aller chercher 20 points. Donc là, le téléphone sonne beaucoup, parce qu'en fait, nombreux sont ceux qui veulent venir à Val-de-Reuil, puisqu'il y a très peu de meetings classés en argent. Donc on risque d'avoir encore beaucoup de très grands et beaux sportifs et sportives. Très important. Donc, qu'est-ce qui se passe pour nous ? Alors, 6e meeting, 14 février, je l'ai dit. Alors, l'année dernière, on a eu un meeting qui était en huis clos. C'était une belle fête, mais c'était du huis clos. Donc, tout était sur les chaînes Internet. Alors ça, je ne le maîtrise pas du tout. Donc, il y aura du monde qui sauront vous dire où est-ce qu'on regarde le meeting sur son téléphone portable. Ce qui est à relever, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en pourparlers avec beaucoup de champions olympiques et beaucoup de champions du monde. Je rappelle quand même une belle liste. On a eu Grant Holloway sur le 60 mètres, on a eu Zongo sur le triple saut, on a eu Mark Rogers qui est aussi très sympa sur le 100 mètres, on a eu Martino Lagarde sur le 110 mètres haies, on a eu Florey Agay qui est la reine du 400 mètres. Enfin bon, on a quand même du beau public, de beaux athlètes, pardon. Aujourd'hui, la subvention, elle se décompose en 2 aspects. Alors, 20 000 € sur la subvention indirecte, ce qu'on appelle la subvention indirecte, l'infrastructure, la mise à disposition du service des sports dans sa globalité, avec l'accueil, etc., de la communication de la part de chez nous. Et puis, 10 000 € de subventions supplémentaires. On verra pour plus tard pour le reste. Voilà. Ce qu'on demande au meeting de l'Eure, en l'occurrence au CDA 27, et je salue Dominique, le CDA c'est le comité départemental d'athlétisme du département 27, c'est que la ville de Val-de-Reuil ne soit pas lésée, elle ne l'est pas en général, sur la question des logos, sur l'apport de la ville, sur le caractère forfaitaire de la subvention. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a des difficultés financières sur ce meeting, la ville n'en aura pas les conséquences. C'est ça que ça veut dire, c'est important. Alors, et puis l'affichage... oui, ça je l'ai déjà dit. Oui, que la subvention indirecte soit aussi bien notifiée chez eux, c'est important. La durée de la validité de la convention,
31 juillet 2022, année Covid. Paraît-il que nous sommes sur la 5e vague, donc on ne sait pas, on ne sait jamais. S'il y a du décalage, ça évite de repasser devant un conseil municipal, donc on prend une petite marge. Voilà, j'ai été vite. Pardon si vous avez des questions. Pardon ? C'est normal, on a fait Ouais. Et avec une nouvelle piste. Pardon ? Et avec une nouvelle piste. Ouais. Allez, Pas une nouvelle piste, 9 couloirs. Ça, c'est important. On en reparlera parce qu'on aura de l'élite en ayant une piste d'athlétisme avec 9 couloirs. C'est ça qui est important. Mais je reviendrai là-dessus. Y a-t-il d'autres questions ? Eh bien, super. Qui vote pour ? Magnifique. Vive le sport. Merci. Daniel Gassa sur l'Andes. Bien, l'Association nationale des élus en charge du sport, l'Andes, regroupe les élus en charge des sports au sein des collectivités territoriales. Cette association se veut un vecteur d'échange privilégié sur les politiques sportives des villes et permet d'accompagner au quotidien les élus locaux grâce à la mise en réseau avec experts et relais de terrain. Elle permet de mettre en relation les 8000 communes et regroupements des communes membres. Elle est une structure représentative régulièrement consultée par les institutions du sport en France et par l'État. L'adhésion à l'Andes permet également de bénéficier de conseils d'accompagnement personnalisés, d'avoir accès à des ressources documentaires sur l'environnement réglementaire et de partenariat avec des institutions nationales et l'ensemble du mouvement sportif. Le montant annuel de la cotisation pour une commune comme Val-de-Reuil de moins de 20 000 habitants s'élève à 232 €. Moins cher que toi. Compte tenu du rôle et de l'objet de cette association, il est proposé au conseil municipal d'y adhérer et de désigner en son sein un élu qui sera chargé d'y représenter la commune. Sur la base de ces éléments, il vous est donc proposé de dire que la collectivité adhère à l'Andes et de dire qui représentera la collectivité auprès de cette association. Je n'ai pas osé, monsieur. Je suis modeste. Avez-vous des questions ? Bien, je procède au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. Merci Daniel. Béatrice de Boissier va nous parler de la convention globale triennale de partenariat avec les collèges Alphonse Allais, Michel de Montaigne et le lycée Marc Bloch. Pendant ce temps-là, Madame Duvalet nous expédie, Béatrice, des photos d'elle au soleil sur une terrasse qui doit être celle de la Corniche de Dakar, où se trouve l'ambassade de France. Et elle n'a l'air pas malheureuse. Allez, c'est ça vous, Béatrice, pardon. L'éducation est la priorité de l'action municipale. Cette orientation se matérialise par le partenariat fort et quotidien de la commune avec l'ensemble des services de l'éducation nationale, du premier ou du second degré. Elle se concrétise également par l'effort répété de la collectivité dans l'investissement et l'entretien des équipements scolaires, culturels et sportifs. Les équipements ont pour vocation d'accueillir l'ensemble des écoliers et élèves de la ville. Un partenariat renforcé avec tous les établissements scolaires a été mis en place, en dépit du fait que les collèges Alphonse Allais et Michel de Montaigne relèvent de la compétence du département et que le lycée Marc Bloch dépend de la région. Cela se traduit notamment par la mise à disposition de ces équipements et des moyens matériels permettant d'y accéder. Dans ce cadre, une convention mise en place pour définir les modalités de la mise à disposition d'équipements par la ville auprès des collèges Alphonse Allais, Michel de Montaigne et du lycée Marc Bloch doit être renouvelée. Ainsi, la collectivité apporte son soutien en mettant à disposition du collège Alphonse Allais et du lycée Marc Bloch les équipements sportifs communaux et la cyberbase, en planifiant pour ces établissements les transports pour l'organisation des cours d'EPS et les sorties scolaires, en leur apportant un soutien pédagogique dans l'encadrement des cours d'EPS par l'intervention d'éducateurs sportifs diplômés, en planifiant des interventions au sein des foyers socio-éducatifs et dans les établissements sportifs proches durant la pause méridienne au sein des collèges Alphonse Allais, Michel de Montaigne et du lycée Marc Bloch, en participant aux animations et actions de prévention de ces trois établissements. Sur la base de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention annexée à la présente délibération ainsi que les éventuels avenants liés à son évolution. Y a-t-il des questions ? Des abstentions ? Des voix contre ? Je vous remercie. Béatrice, je vais vous emporter rondement l'affaire sur... Très bien.
Merci. Stéphanie, il s'agit de petit déjeuner et de convention avec l'éducation nationale. Hop. Alors, on va parler de la convention de mise en œuvre de dispositifs petit déjeuner des écoliers. Je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui, il y avait le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et le ministre de la Santé qui, justement, étaient dans les écoles et parlaient des petits déjeuners. Et il soulignait l'importance de prendre un petit déjeuner pour les enfants avant d'aller à l'école et que chez certains enfants, ça pouvait amener jusqu'à 1 mois de retard, par exemple, dans l'apprentissage des mathématiques. Donc ils ont décidé jusqu'à présent, depuis le 2019, il y avait un dispositif qui était d'offrir un petit déjeuner aux enfants de l'éducation prioritaire et des quartiers politiques de la ville, et qui était notamment ciblé sur les classes de grande section. Et ce qu'ils disaient aujourd'hui, c'était qu'ils allaient étendre ce dispositif aux quartiers défavorisés de manière générale, sans pour autant que ce soit de l'éducation prioritaire et des quartiers politiques de la ville, et d'essayer de l'étendre à plus d'élèves. Dans la ville de Val-de-Reuil, ça fait depuis 2002 en fait qu'on fournit des petits déjeuners aux enfants en fonction de leurs besoins, de leurs demandes le matin, et composé essentiellement de fruits et de laitage. Et depuis 2019 que ce dispositif est mis en place par l'Éducation nationale, on a décidé, nous, de cibler plus, donc de ne pas s'arrêter à l'éducation prioritaire au quartier politique de la ville, mais d'offrir ce petit déjeuner à tous les élèves de maternelle et pas simplement de grande section. Voilà. Ça s'est décomposé, par exemple, pour l'année dernière. On a essayé, et ce petit déjeuner, et d'utiliser les fonds de l'Éducation nationale pour faire un petit déjeuner bio, avec des produits bio et locaux. Alors, par exemple, pour l'année dernière, on a testé différentes choses. Et, le petit déjeuner était sous forme à la base de pain, un morceau de pain à chaque fois le vendredi, qui venait de la boulangerie des 4 saisons. Et avec, il y a eu soit un laitage, soit donc un laitage on a utilisé les différents acteurs locaux, donc Val de Bio qui nous a fourni du fromage blanc, des fromages pasteurisés, qui nous a aussi fourni des confitures. On a utilisé l'île aux abeilles, qui est l'apiculteur qui récolte le miel des ruches de Val-de-Reuil pour faire goûter le miel aussi aux enfants. Et on a aussi utilisé la ferme des Ruelles qui nous a fourni également des petites compotes ou aussi des confitures. Voilà. Donc on a fait on a essayé de varier un petit peu pour les enfants et on a essayé d'être à l'écoute aussi des ATSEM et puis des goûts des enfants pour essayer de s'adapter. Voilà. Et on va reconduire ce même dispositif cette année. C'est ce qu'on vous demande de voter aujourd'hui. Donc ça va se faire, on va y avoir 2 phases de financement. Un premier de 2 750 € pour une première phase du mois de novembre 2021 à fin janvier 2022. Et un second financement de 4 500 € qui couvrira la période du 1er février au 30 juin 2022. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer, donc avec le directeur académique des services de l'éducation nationale, la convention qui est annexée au projet de délibération. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Ah pardon, Monsieur Thierry. Est-ce que ça n'arrive pas à... Je vais vous mettre en voix dessus. Est-ce que ça ne déresponsabilise pas les parents ? Alors, au contraire, vous savez, la dernière fois, vous parliez de la précarité des familles. Là, au contraire, on lutte contre les inégalités sociales en faisant ça. Et c'est exactement ce qui était dit aujourd'hui par le ministre de l'Éducation nationale. C'était de permettre par ce biais-là de lutter contre les inégalités. Donc là, en faisant ça, on fait exactement ça. Enfin, on va directement dans ce sens. Mais enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de, de villages qui pourraient en bénéficier et qui n'en bénéficieront pas. Alors là, non, justement, ce qu'ils disaient aujourd'hui, c'est qu'ils allaient étendre ça à le plus de territoires possible. En fait, depuis 2019, c'était un peu une expérimentation qui avait été faite. Dans certains quartiers, ceux qu'ils avaient ciblés comme étant les quartiers les plus prioritaires sur lesquels il fallait agir. Et maintenant, ils allaient étendre ça au plus grand nombre de territoires possible. Voilà. Enfin, pour moi, c'est une intrusion, je dirais, dans la vie des gens. Ils font, je dirais, ce qu'ils veulent. Moi, j'étais père isolé de 2 enfants. J'ai jamais eu... Mes enfants ont toujours eu leur petit déjeuner le matin. Quel rapport ?
Quel rapport? C'est tout simplement parce que Alors, si on n'est pas capable de s'occuper de ses enfants, c'est quand même grave. Oui, mais Donc, alors, voilà. là où on sent... attendez, là, c'est un débat compliqué. Toujours est-il que... Et là, on peut dire aussi de l'autre côté qu'on impose une certaine façon de manger. Oui, on impose... Alors, c'est sur la base du volontariat aux enfants. Hein. Les enfants ne sont pas obligés de le prendre. Il est proposé. Il est proposé aux enfants qui n'ont pas pris de petit déjeuner. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler sur ces sujets? J'ai vu des mains se lever. Madame Dordain. L'intrusion aux familles, c'est absolument pas ça. Là, aujourd'hui, on est dans le cadre de l'éducation nationale, on est dans le cadre de l'éducatif, on est dans le cadre de savoir manger. Madame Rousselin, pardon, a évoqué la question des producteurs locaux, de découvrir le miel, etc., etc. On n'est pas dans de l'intrusion, on est dans de l'accompagnement et de faire autrement. Et c'est aussi le rôle d'une commune. Comme on fait autrement quand on propose des athlètes de haut niveau, des champions olympiques qui viennent courir à Val-d'Oreuil, etc. C'est tout aussi important, ça fait partie du mot éducation. Après, pour le reste... Le jugement de valeur des familles qu'on accompagne, ça n'a rien à voir. Et là, on n'est pas dans savoir qui déjeune et qui ne déjeune pas, on est dans de l'éducation. Et je rajouterais, quand on mange ensemble, on partage. Quand on mange ensemble, on est solidaire. C'est ça que ça veut dire. La notion de la solidarité, du partage. Essayez de percuter là. Mais je vous rejoins sur le fond, mais sur la forme, pas du tout, dans la mesure où, pour moi, c'est une imposition et surtout, on enlève, je dirais, la responsabilité des parents. Voilà. Oui. Alors, Monsieur Thierry, je vous rassure, personne ne met un pistolet sur la tempe des enfants, des ATSEM, des parents, pour obliger les enfants à avaler de force un petit déjeuner copieux, nutritif, équilibré et qui, accessoirement, peut permettre aussi à certains enfants de découvrir des aliments qu'ils n'ont pas l'habitude de petit déjeuner chez eux. Beaucoup d'enfants mangent aujourd'hui des céréales avec du lait, sans lait, et peut-être que de redécouvrir le plaisir du bon pain avec de la confiture, du beurre, ou du miel, ça peut être un apprentissage. Et ça fait partie des apprentissages de la vie. Tant mieux pour les parents qui le dispensent parce qu'ils étudient avec soin les bonnes règles d'hygiène alimentaire pour leurs propres enfants. Et puis pour d'autres, c'est les enfants qui vont peut-être venir en conseillant leurs parents de plutôt leur acheter du miel que des céréales chocolatées un peu trop chargées en sucre. Donc chacun fait comme il veut dans chaque famille. Mais c'est aussi le propre de l'école républicaine, laïque et antiseptique, non. Mais et républicaine, qui permet aux enfants de développer leur sens, d'animer des ateliers de goût, des ateliers, comme on peut aussi animer des ateliers sur le recyclage des déchets de la même manière, c'est-à-dire d'éveiller la conscience des enfants qui en feront des futurs citoyens du monde. Et ces mêmes enfants sont capables, en rentrant chez eux, et je vous rappelle que Madame Rousselin est professeure des écoles, donc elle est encore mieux placée que moi, qui ai eu des enfants aussi, et qui, comme vous, les a fait déjeuner le matin. Mais elle est mieux placée que nous tous pour savoir que les enfants sont capables de rentrer chez eux en parlant à leurs parents, faire évoluer les comportements alimentaires de leur propre famille et de leurs propres parents. Et voilà, et ça commence là l'éducation, et ça commence là la citoyenneté aussi. Merci Madame Benamara. Monsieur Nabil Koul. En fait, Monsieur Thierry, j'ai bien entendu vos propos, et en fait, on a du mal à vous comprendre et à comprendre un petit peu vos questions, parce que... malheureusement, quand j'étais un peu plus jeune en classe, je regardais souvent la copie de mon voisin de gauche. Et en fin de compte, vous avez du mal à vous faire comprendre parce que les notes qui vous ont été données, c'est pas du tout ce que vous êtes en train d'expliquer. Alors, soit vous allez jusqu'au bout de vos propos et de vos notes, comme ça au moins on est clair sur le sujet, ou soit vous votez pour ou vous abstenez. Mais franchement, allez jusqu'au bout. Mais moi, Non, mais je vous le dis. Allez jusqu'au bout et puis vous verrez. Moi, mes notes, je les prends comme je veux et mais ce que allez jusqu'au bout. Donc, allez jusqu'au bout, comme ça les gens verront de quoi vous voulez parler. Peut-être qu'après vous allez peut-être fédérer, je sais pas. Mais comme ça, au moins, ça sera du direct, ça sera plus franc. C'est important la franchise. Allez-y jusqu'au bout. Moi, je suis franc parce que moi, je l'ai vécu. Expliquez par rapport à l'immigration, les trucs et tout ça, mais arrêtez de dire que c'est compliqué, etc. Dites-le, c'est plus simple. C'est tout ce que je voulais dire. À l'avenir, allez-y, foncez. Il faut assumer son parcours. Allez, Nabil. Etc. Nabil, Monsieur Thierry. Non.
Non. Pas de plus. Bon, alors je vais conclure ce débat. On voit bien que le principe de ce petit déjeuner, c'est de fournir un petit déjeuner à des enfants qui n'en prennent pas ou qui n'en prennent pas assez. Derrière un certain nombre de propositions de nourriture bio, etc., qui vous ont agacé parce que la responsabilité des parents est remise en cause à travers un choix nutritif qui serait fait par l'école et pas par la famille, il y a surtout la volonté très simple de proposer un petit déjeuner nutritif et équilibré, comme l'a dit Mme Benamara, non pas à des gens qui en prendraient un moins bon, non pas à des gens qui en prendraient un mauvais, non pas à des gens qui en prendraient un incomplet, mais très franchement, l'idée, c'est quand même de donner un petit déjeuner à des enfants qui n'en prennent pas. On est dans le cadre de l'école maternelle et de l'école alimentaire. Il s'agit donc de nourrir des enfants de 2 à 10 ans. Donc on ne va pas réfléchir 150 000 ans sur les considérants, sur les pourquoi et les comment. On va se dire qu'on est en train de participer à quelque chose qui permet, dans des familles où malheureusement dans notre commune, on n'est pas certain que tous les enfants, tous les parents encore moins, fassent les 3 repas de la journée, mais que parfois l'école soit le seul moment où un repas équilibré, suffisant est servi aux enfants. On rajoute à celui de la cantine, qui n'est déjà pas une mauvaise chose, puisque je vous rappelle que les tarifs des cantines à Val-de-Reuil sont assez bas, justement pour cela. Et on leur en propose le matin. Qu'est-ce que nous cherchons à faire? Et c'est là, en effet, où cette majorité s'oppose à l'opposition que vous représentez, seul, ce qui n'est pas facile, je le reconnais. On essaye à faire du service public la capacité de rendre les conditions de vie de tous le plus égales possible. C'est ça qu'on essaie de faire en sorte, pour reprendre la vieille expression, que ceux qui ne sont pas propriétaires deviennent quasi-propriétaires par le service public. C'est-à-dire qu'on leur offre les mêmes droits, les mêmes chances, les mêmes possibilités. Ce petit déjeuner est cela. Voilà pour la version générale. Maintenant, il y a une chose qui me choque. Vous avez sûrement été un enfant de cœur très assidu. Il y avait le livre d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament, de la Bible, qui disait, je crois me souvenir, les pères mangeront des raisins verts et les enfants en auront les dents agacées. Ce qui veut dire en simple, c'est que de la faute des pères naîtra la responsabilité des enfants. Moi, je ne veux pas savoir si un père ou une mère s'occupe mal ou bien de ses enfants. J'aimerais mieux qu'ils s'en occupent bien. Mais en tout cas, je ne veux pas le voir en faisant en sorte que parce qu'ils ne s'en occupent pas bien, vous avez été un père remarquable et tant mieux. Je sais pas, on essaye tous d'être des pères remarquables, mais il y a des gens qui essayent moins. Mais on ne va pas en faire payer la responsabilité aux enfants. Ce n'est pas parce que les parents ont mangé des raisins verts que les enfants au XXIe siècle doivent en avoir les dents agacées. Donc, c'est la parole de l'Ézéchiel. Eh ben, on va faire autrement. Les parents mangeront des raisins verts. Et chez nous, les enfants n'en auront pas les dents agacées. Parce qu'on ne s'occupera pas, pour des petits-enfants de 2 à 10 ans, de la responsabilité ou pas des parents, dans leur capacité à donner ou pas. Peut-être qu'ils ne veulent pas, ils ont tort, mais ce n'est pas à nous de juger. Nous, on donnera. Puis après, on réservera des jugements plus sévères, peut-être, pour des gens plus grands ou plus adultes. Mais là, pour des petits-enfants de 2 à 10 ans, on ne va pas regarder si c'est la responsabilité ou pas des parents. On va leur donner et on aura raison de le faire parce qu'il s'agit de conditions de vie et de survie et donc on aura raison de le faire. Voilà, c'est tout. C'est vraiment la position qu'on fait. Je vous rappelle, la Bible est un livre qui a été écrit il y a fort longtemps par des gens parfois un peu arriérés et qui estimaient qu'il était normal que quand les parents mangent des raisins verts, les enfants aient les dents agacées. On a un peu changé quand même depuis cette époque. Et puis les raisins verts, c'est pas bon. Tu es d'accord sur l'idée qu'on a changé? Allez. Bon, je ne sais pas. C'était Madame Rousselin. Peut-être voulez-vous passer au vote? Madame Deslandes veut dire quelque chose. Quelque chose de très rapide en disant qu'on ne déresponsabilise pas du tout les parents. Donc là, c'est vrai que par l'intermédiaire des enfants, ça peut remonter comme quoi il y a des choses qui ne sont pas forcément dans les familles et c'est pas une négligence de la part des parents. Et qu'au sein du CCAS, nous avons un certain nombre d'ateliers qui permettent justement la parentalité et d'accompagner les parents. Voilà. Mais quand bien même ce serait une déresponsabilisation des parents ou une faute des parents, on ne regardera pas que les enfants en sont responsables. Oui, allez. Oh, Madame Benamara, c'est vraiment si c'est une question, si c'est pour relancer ce débat où il y a 2 positions qui se sont mises, voilà. D'accord. La curiosité de Madame Benamara, elle est vaste. Voilà, il y a des aliments qu'on fait goûter aux enfants façon brocoli ou chou rouge. C'est risqué. Et puis, j'aimerais juste savoir dans le top 5 de ce qu'ils ont pu découvrir en nouveau petit déjeuner, est-ce qu'il y a des choses, je dirais, qui a fait une unanimité redoutable ou des choses qui ont été... Le pain. Voilà. Le miel aussi. Ah. Le pain, le miel. Ça m'étonne pas. Pas les rillettes, non. Merci. Alors, je précise, ça c'est le vendredi matin en maternelle. Tout le reste de la semaine, c'est les petits déjeuners
traditionnelle, on va dire, comme on fournissait les collations, merci, comme on fournissait depuis 2002. Y a-t-il d'autres questions? Oui, tant qu'on ne fait pas des petits déjeuners aux salsifis, aux blettes, aux aubergines, enfin toutes ces choses très mauvaises qu'il ne faut jamais manger, bien évidemment. Ne plaisantez pas, mais il y a d'autres trucs avec les aubergines, il y a les courgettes, oui, oula. Avec Madame Dupin, nous sommes en train de regarder si on commence à travailler avec la ferme des Deux-Rives qui commence à gagner en production, qui commence à alimenter un petit peu sur certains produits la crèche des Noé. Et donc, quand ça sera une saison peut-être un peu plus propice aux légumes crus, etc., et que nous en aurons un peu plus, pouvoir justement accompagner le pain de quelques légumes de la ferme des Deux-Rives. Madame Roussin, je vous rappelle le cri de ralliement des tuches, si je me rappelle bien. Des frites, des frites, des frites. Ouais. Mais à 8h30, je ne suis pas sûre. Peut-être. Donc, y a-t-il... Il n'y a plus de questions. On y va. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Mais tu es le pain de mon âme et le miel de mon cœur. Bon, allez. Une question de sécurité, mais c'est quelque chose d'assez institutionnel. Vous vous rappelez qu'on a fait des efforts importants et qui se sont traduits dans des résultats, même s'il y a de temps en temps des événements qui sont contraires à ces résultats, pour faire baisser la délinquance. On a augmenté de 50% le nombre des caméras de vidéovigilance, passant de 40 à 65 entre quand et quand, Monsieur Tristan, parce que au cours des 4 dernières années, très bien. On a recruté dans l'année qui vient de s'écouler 4 nouveaux policiers. On les a dotés de nouveaux véhicules, d'armes nouvelles également, de séances de tir qui sont effectuées maintenant par l'un d'entre eux comme moniteur. Des effectifs nouveaux ont intégré le commissariat de police nationale et j'ai rencontré M. Darmanin personnellement, comme on dit parfois, la semaine dernière là-dessus, qui m'a promis qu'il continuait à faire des efforts, et son conseiller spécial, c'était sur un autre sujet. Vous savez que dans le cadre du travail qui est le nôtre, il y a un conseil de sécurité qui s'est créé, qui suit les jeunes de manière individuelle qui seront en situation de basculement vers la délinquance. C'est ce qu'on appelle le groupe nominatif, c'est-à-dire de suivre une vingtaine de noms, je crois que c'est une vingtaine à peu près, Monsieur Legault, voilà. Bon, et par rapport à ces jeunes et à ceux qui les entourent, on nous dit, il faudra voir si ça fonctionne, qu'il y a un outil concret pour agir et les responsabiliser, pour responsabiliser les parents aussi, ces jeunes exposés à la délinquance, c'est quelque chose qui s'appelle le Conseil des droits et des devoirs des familles. Ça consiste à convoquer pour un rappel au droit, un rappel à l'ordre, un peu comme un conseil de discipline dans un collège, le jeune en question, le recevoir dans un cadre formel, identifié, il s'appelle le Conseil des droits et devoirs des familles, donc il y a les parents qui sont là et le jeune, et de lui expliquer pourquoi il est en train de basculer dans la délinquance et quelles vont en être les conséquences pour lui et pour son environnement. L'espoir, c'est celui d'une prise de conscience par le jeune, puisque c'est souvent un jeune plutôt qu'un senior, sur la gravité de ses actes et des risques encourus, et puis aussi de définir avec la famille des mesures adaptées, peut-être de participer plus activement aux chantiers qui réunissent les jeunes autour de travaux collectifs, peut-être d'assister au travail d'un service de la mairie pendant un certain temps, peut-être de rejoindre la police municipale pour comprendre leur travail, peut-être de voir ceux qui réparent et ceux qui ramassent, etc. Donc il y a des propositions qui sont faites aux jeunes concernés et à sa famille, des mesures adaptées. Ce conseil est représenté, ressemble plus exactement, un représentant de la direction des services départementaux de l'éducation nationale et ou la chef de l'établissement d'enseignement secondaire où est scolarisé le jeune, donc pour être très clair, le principal du collège ou le directeur de l'école, un représentant du parquet, je ne suis pas certain qu'on en ait un tout le temps, un représentant de la police nationale, il y a normalement un officier de police qui a été nommé pour suivre cette structure, la directrice du centre communal d'action sociale, il s'agit de Sonia Rossignol, et les représentants des institutions d'action sociale et de l'accompagnement des jeunes, invités au cas par cas à travailler sur ce sujet par monsieur le maire, moi-même, la mission locale, la protection judiciaire de la jeunesse, l'association de prévention, des associations de prévention spécialisées. C'est le chef du service de la police municipale qui va organiser, à la demande du maire, la convocation du jeune et la convocation des parents dans le conseil qui se réunira. Ce sera confidentiel, un traitement des données respectueux de la législation sur la vie privée seront garantis. Nous ne sommes pas une cour de justice. Et donc, c'est ce qui vous est proposé. Je dirais que c'est un peu obligatoire dans le cadre de montrer au parquet, à la police et à la préfecture que nous mettons en place les institutions qu'ils demandent et qui sont la contrepartie des moyens supplémentaires qu'ils nous octroient.
Je ne sais pas si cette convocation devant une espèce de conseil de discipline morale fonctionnerait dans tous les cas de figure. On peut parfois en douter pour certaines personnes que l'on connaît. Mais d'abord, peut-être fonctionnera-t-il avec certains, il faut l'espérer. Et deuxièmement, c'est un peu la contrepartie des efforts que l'on fait pour nous. On nous demande, on nous dit très bien, les caméras, c'est ce qu'on appelle du deal, comment ça s'appelle le crédit Du FIPD. Du FIPD, voilà, et FIPD, prévention de la délinquance. Donc ça va avec, il faut le faire. Et donc c'est pour ça que je vous demande de le faire. Et puis on a peut-être l'espoir qu'après tout, ça puisse fonctionner. Donc il faut que vous validiez la composition de ce conseil et la décision de le créer. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je n'en vois pas, donc je mets au vote. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas, je vous en remercie. Des oppositions? Je n'en vois pas. J'ai cru que M. Avolé levait la main. Les gars sont fous. Donc, des oppositions. M. Avolé réajustait son micro, en fait, en faisant comme ça. Bon. Et donc, c'est à l'unanimité. Je vous remercie. M. Avolé, vous nous parlez de foncier, de la voie des Clouets, de l'achat de terrain, et vous demandez une approbation, là, telle que vous êtes. Ah, Le département gère un domaine public routier d'environ 13 500 km. Outre l'entretien des chaussées, il s'occupe également de celui des panneaux routiers et du fauchage des accotements, ainsi que des espaces verts bordant les routes, dont certains n'ont pas toujours de lien direct avec la voirie. Ces terrains lui appartiennent. C'est le cas d'une emprise de 13 202 mètres carrés, bordant la route départementale 6154, au niveau du rond-point des Clouets. Cet espace avait été conservé au moment de la création de la ville nouvelle pour permettre l'aménagement d'un échangeur autoroutier entre l'A13 et l'A15, qui aurait dû relier Val-de-Reuil à Beauvais. Les entreprises implantées le long de ce terrain sollicitent régulièrement la ville pour pouvoir le racheter afin de se développer. Le département, qui n'a plus l'utilité de cette parcelle, propose de la vendre 20 € le mètre carré. Et l'estimation faite par les services des domaines, l'acte de vente précise qu'aucun accès ne sera autorisé depuis ou vers la route départementale 6154. Sur la base de ces éléments, il est proposé au conseil municipal, premièrement, d'approuver le rachat de la parcelle BH138 d'une surface totale de 13 202 m² pour un coût total de 264 040 €, toute taxe. D'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les actes administratifs d'achat et de vente des terrains et de dire que les dépenses correspondantes à la vente seront prises à l'article 2111, fonction numéro 1 du budget. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Merci. Oui, l'idée, c'est d'être dans la politique de rachat des terrains stratégiques de la ville, comme on l'a fait. Là aussi, on évoquait avec M. Roy, il n'y a pas très longtemps, les terrains qui nous séparent de l'Airy. Et je lui demandais pourquoi ne les avons-nous pas achetés, qu'aujourd'hui, un certain nombre de promoteurs s'y intéressent et que malheureusement, l'agglomération en est la propriétaire. Il faut donc décider à deux. Ben, il me disait parce qu'on ne pouvait pas à cette époque, on n'en avait pas les moyens. Et donc, nous n'aurions pas pu. Et là, on a un peu de moyens quand même pour se créer des réserves foncières ici ou là. Je ne voudrais pas le dire trop fort, mais ça sera quand même inscrit au procès-verbal, mais peut-être pas trop quand même. Ce terrain, si on l'achète à 20 €, il y a des terrains par là qui se revendent à 100 €. On voit tout de suite que le travail, ça me semble normal, de l'établissement. C'est qui possède ce terrain déjà, l'actuel là? C'est le département. Bon, il sert un peu de banque foncière comme comment s'appelle l'établissement public là où, comme le PFN, et la ville qui en a besoin pour avoir des ressources, le revend à un prix normal. C'est normal un peu que ça se passe comme ça. Et donc, c'est plutôt une bonne opération. Voilà, pardon, monsieur, je vous ai interrompu, monsieur. Non, on a voté. Tout le monde est d'accord, tout va bien. Monsieur Le Serre, vous parlez de foncier également de la rue du Prat, mais vous parlez du classement dans le domaine public avec vos compétences urbanistes qui sont grandes. Pardon, c'est moi. Allez-y. Ça salue. Voilà. Donc c'est le classement dans le domaine public de la rue du Prat et de la Goujonnière qui ont été... donc la société Carpi a construit dans les années 80 un lotissement de 30 pavillons desservis par ces deux rues
À l'issue des travaux, les espaces ouverts au public n'ont pas été rétrocédés à la ville et donc restent à ce jour propriété du bailleur Accentia. Il est proposé donc de céder les terrains à l'euro symbolique et de les classer dans le domaine public communal. Il s'agit donc des parcelles qui sont repérées en noir sur le plan. Sur ces bases, il vous est proposé d'approuver la rétrocession à l'euro symbolique et le classement dans le domaine public communal de ces parcelles et d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes administratifs de vente. Avez-vous des questions? Vous avez une question peut-être, non? Non. Ok. Non, mais ça aurait pu être... Qui vote pour? Je ne voulais pas que vous vous endormiez. Voilà, là, le challenge, c'est 21 h. Alors, je vais vous demander de me croire sur ma bonne foi, et vous savez qu'elle est grande. Il y a une rue qui s'est créée, qui est la rue qui correspond à la rue du Renard. C'est le projet du CFA. Voilà. Vous vous souvenez qu'entre l'école Coluche et le CFA, moi-même je ne m'en souvenais plus, il y a, avec un assez beau projet parce qu'il propose 2 maisons différentes, donc on a un peu l'impression que c'est un quartier. L'idée est d'humaniser un peu cette partie du foyer stéfanais qui ne l'est pas toujours, et en tout cas de la rendre plus agréable pour les habitants anciens et les habitants nouveaux. Et donc il y a une rue qui va traverser ce nouveau lotissement. Et on a feuilleté notre papavoine, c'est ça? Voilà. Voilà, il y a une brochure qui est ici, qu'on voit, avec 3 sortes de maisons. Pardon, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a des maisons un peu grandes ici, des maisons à sol toit, des maisons de terrasse qui ressemblent un peu à d'autres et qui vont faire la soudure avec les maisons du domaine du Val. Mais au-delà de ça, il y a une rue donc qui traverse ce quartier. Et on a regardé le Papavoine, qui est la Bible, qui dit que là, les rues ont été dénommées d'après le nom de gibier à poil. Il nous ramène à la chanson de tout à l'heure. Voilà. Et donc, moi, je pensais qu'il y avait des dizaines de noms de gibier à poil. Et en fait, il y a 20 noms de gibier à poil. Le sanglier, le faon, etc., la biche, etc. Et l'élan, mais qui tout ont été donnés. Et il reste soit des noms absolument épouvantable dans le genre la Busenvikstover, voilà. Donc les gens ils disent quand j'habite cette rue-là, je me suicide parce qu'on peut pas donner le nom à qui que ce soit. Non mais d'un animal ou la rue du Putois ou des trucs comme ça, vous voyez, on rigole pas beaucoup, voilà. Et il restait la rue du Renard qui n'existe pas à Val-de-Reuil, qui fait partie de toutes les listes. Hein, il restait loup et renard. Alors la rue du loup, je sais pas, les gens pas gentils ou enfin bref, j'en sais rien. Bref, le renard a paru plus gentil. Voilà, et donc proposition renard, mais qui rentre vraiment dans les 20 noms, quand tapez sur Google gibier à poil tableau, dans les 20 noms, il y en a vraiment 19 ou 18 qui sont déjà pris, il reste loup et renard. Donc l'idée est de faire la rue du renard, à côté de la rue du sanglier, la rue du daim, la rue du faon, la rue de la biche, etc., etc. Voilà, c'est ça l'idée. Elle n'est pas révolutionnaire, mais ça garde son unité au quartier, et puis ça suit les principes de Papavoine, qui était de regrouper par symbole ou par famille un certain nombre de gens. Voilà. Et puis c'est une allusion au roman de Renard. Sûrement, Isengrin, etc. Mais voilà, bon, vous avez l'air d'accord. Donc je vais le mettre aux voix. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Eh bien écoutez, vive les habitants de la rue du Renard. Oui, voilà. Bon, ils vont être usés aussi. Patrick Gressan va nous parler de médecine préventive, s'il veut bien. Hop, et j'appuie. Ce projet de délibération concerne l'actualisation de la convention d'adhésion avec le centre de gestion de l'Eure en matière de médecine préventive. Les collectivités doivent disposer d'un service de médecine préventive dans les conditions définies à l'article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Par délibération du 18 octobre 2021, le conseil municipal a renouvelé la gestion des visites médicales professionnelles au centre de gestion de l'Eure et a autorisé Monsieur le maire à signer la convention fixant les modalités d'exercice de cette mission pour le suivi de tous les agents municipaux de la ville et du CCAS, titulaires comme non titulaires. Toutefois, devant la pénurie de candidatures de médecins du travail, le centre de gestion se voit dans l'obligation de faire évoluer ses pratiques. Il est donc proposé de recourir à des entretiens de santé travail infirmier, ESTI, dont la
possibilité est ouverte par le Code du travail. Ainsi, les infirmiers peuvent donc assurer le suivi médical par l'intermédiaire des ESTI. L'infirmier, au terme de sa visite médicale, remplira une fiche médicale posant un diagnostic infirmier et sera en mesure, le cas échéant, de diriger l'agent vers un médecin extérieur en cas d'urgence et ou vers le médecin de prévention. En outre, cette nouvelle convention prévoit la mise en œuvre de visites médicales via la téléconsultation, à l'instar de ce qui est développé par les médecins traitants. Les conditions de mise en œuvre, l'organisation et les modalités de facturation des visites préventives sont précisées dans la convention en annexe. Au risque de voir bon nombre d'agents ne plus disposer de suivi médical régulier, la mise en place de cette solution intermédiaire semble pertinente. Sur la base de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention d'adhésion au service de médecine préventive, de dire que la somme correspondante est inscrite au budget primitif chaque année au chapitre 12. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Les abstentions? Merci. Monsieur Legault, vous nous parlez de recensement, s'il vous plaît. Merci Patrick. Donc, cette année, puisque l'année dernière, on n'a pas pu le faire, vu le Covid, on n'a pas pu faire le recensement. Donc là, il va redémarrer ce recensement entre le mois de janvier et le mois de février. Donc ce recensement se fait, hélas, que sur 8% de la population, qui correspond à peu près à 200 adresses et 350 logements. Puisque la ville ne dispose pas d'un recensement général et qui serait certainement plus représentatif. Car j'ai quand même un petit doute sur le nombre d'habitants sur Val-de-Reuil. Là, à ce jour, il nous compte à 13 403 habitants sur la ville. Donc pour cela, nous allons être obligés de prendre 3 agents recenseurs vacataires. Et sur cette base, nous vous demandons de donner l'autorisation au monsieur le maire de prendre ces 3 personnes pour ce recensement. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, monsieur Legault. Et puis, vous parlez de ces transformations magiques qui font qu'un adjoint d'animation de première classe va devenir un rédacteur pour 3 ans en CDD, dont vous ne trouverez pas le nom, surtout si je vous dis qu'il travaillera au service finance au 2e étage, donc vous le verrez. Hein? Au centre technique municipal maintenant, il travaillé au centre des finances avant. Et donc, vous demandez si cette transformation vous agrée, puisqu'elles sont traditionnelles. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Je ne peux pas vous dire le nom de la personne, ça n'est pas convenable, ça ne se fait pas. Décision générale, non. Est-ce que vous êtes contre? Non. Est-ce que vous abstenez? Je ne pense pas. Vous êtes d'accord. Je vous signale que Madame la proviseure, qui est décidément une femme remarquable que j'ai vue plusieurs jours, nous l'avons vue dimanche, nous l'avons vue également au livre d'Amnesty International, 11 novembre. Vraiment, on l'a vue tous les jours ou pratiquement au cours des derniers jours, des 4 derniers jours, remet les diplômes du baccalauréat 2021 et elle souhaiterait que nous soyons quelques-uns présents le 19 novembre. Moi-même, je n'y serai pas malheureusement parce qu'elle me l'a annoncé un peu tard, alors que je tenais à... Mais je lui ai dit que maintenant qu'on avait réalimenté la pompe, nous allions travailler beaucoup ensemble. Voilà, et puis vous inciter à aller autant que vous voudrez au Théâtre de l'Arsenal, où il y a un programme qui est décidément fourni. Vous donnez rendez-vous au prochain conseil municipal qui aura lieu mardi 14 décembre à 19h. Et d'ici là, souhaitez que tout se passe bien dans vos vies municipales, personnelles et professionnelles. Voilà, merci, au revoir et merci pour la qualité des images de ceux qui les réalisent pour nous. Bonne soirée. Oui.